Putain, mon gars, j'en peux plus. Là, dernièrement, je fais rien qu'à geeker sur Elden Ring. J'ai dépassé les 400 heures, c'est un truc de fou. 400 heures? Mais t'es vraiment un tocard. 400 heures sur un jeu comme ça, mais t'es ouf. Mais pourquoi? Mais c'est de la merde. Attends. Viens, on en parle. Salut tout le monde, c'est Arnaud. Salut, c'est Kevin. On est de retour et pour cette fois-ci, on va parler de rien du tout. On va pas parler du tout. On va parler d'un des sujets les plus clivants après Kingdom Hearts 3. On va parler d'Elden Ring. Mais bon, je pense que tout le monde l'aura compris parce que le nom du jeu sera dans le titre de la chronique, mais voilà. Dans le titre et puis dans l'intro. Voilà, et on fait un peu de suspense. Alors j'ai pris quelques notes que je vais suivre, mais pas très religieusement. Donc, tant que c'est rigoureux, moi je m'en fous. Oui, bah alors là, peut-être pas trop compter là-dessus non plus. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Attends, oublie pas à qui tu parles. Oui, le to-karaté. Donc alors, on va situer déjà Elden Ring. Parce que ça me paraît bien de situer ça paraît pas mal. C'est un jeu qui a été fait par From Software. J'arrive jamais à le dire correctement. Ça vaut pas le coup. Dis-le. From Software. Pourquoi j'y arrive pas, moi? C'était mieux que moi déjà, c'était mieux que moi. From Software. Et From Software, donc c'est, on va dire From Soft. Ouais, vas-y. Ouais. Non, vas-y, dis-le en entier, t'es un tocard. Vas-y, dis-le en entier. Donc From Soft. Ouais. C'est une boîte japonaise de développement de jeux vidéo. Et ils ont commencé... ça fait longtemps qu'ils font des jeux, ils ont fait toutes sortes de jeux. Mais il y a un jeu qui a changé beaucoup la donne sur les actions RPG, dans le style fantasy. C'est Demon's Souls. Ouais. Demon's Souls, donc, qui était une exclue sur PS3. Je me rappelle plus de l'année, mais c'était peut-être 2004, 2007, je sais plus. Attends, si t'es sur de la PS3, c'est plus vers 2010-2013. Hein. Non, parce que 2011 Dark Souls. Donc c'est 2007 Demon's Souls, je crois. Okay. La Wii est sortie en 2006. Ouais. Et elle est sortie après la PS3, il me semble. Oui. Voilà, donc ça doit être 2004-2005, la sortie de la PS3. Ouais. Et je crois que c'est 2006-2007, en tout cas. Il faut pas me parler, moi, tu sais, les dates, c'est pas mon truc. Hein. 1972, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Alien. Enfin, tout ça pour dire que Demon's Souls, donc du coup, c'était un jeu qui a pas eu le succès qu'il méritait à l'époque. Sony y croyait pas vraiment, et ils ont fait aucune promo. Et le jeu s'est très mal vendu au Japon. Une fois qu'il est sorti du Japon, le jeu s'est bien vendu. Ah oui, parce qu'il me semble qu'en Europe, il avait une communauté quand même qui était assez... Mais pas autant que ce qui se fait après, voilà. Et, mais du coup, les ventes quand même ont suffi à ce qu'on fasse confiance au directeur du jeu, qui est donc Hidetaka Miyazaki, où c'était son premier jeu justement en direction, et c'est pour ça que ça a changé de direction à ce moment-là. Et qui lui ont permis de faire une suite. Alors lui, il s'est dit, je vais pas faire une suite, mais je vais faire un jeu dans le même genre. Et il a fait Dark Souls. Donc là, Dark Souls, c'est 2011. Dark Souls, c'est un jeu qui a changé complètement l'approche qu'on a du action RPG fantastique dans ce style-là, parce que c'est pas le genre de jeu comme par exemple Devil May Cry, ou même si c'est pas vraiment un action RPG, mais t'es sur du beat'em all. Voilà, mais dans l'idée il y avait pas mal d'action RPG qui étaient plus comme Devil May Cry, comme par exemple Kingdom Hearts 2, tu vois, c'est quand même vachement plus bourrin que Dark Souls, tu vois. C'est pas que c'est une approche différente, c'est que déjà t'es dans un monde de dark fantasy. Oui, mais en dehors de la dark fantasy, parce qu'il y a des jeux de dark fantasy qui ont non, parce que si tu veux, Kingdom Hearts, c'est un jeu. Bon, déjà, c'est Disney, qui est avec Disney, mais comme c'est de l'action RPG, il peut se permettre de te prendre par la main, de te montrer que tu vas y arriver, que tu as toujours une façon de t'en sortir, etc. Dans la Dark Fantasy, c'est pas ça. La Dark Fantasy, c'est... que ce soit en bouquin, en série, hein, Game of Thrones l'a bien montré, tu fais une erreur. Et Dark Fantasy Game of Thrones ? Ah oui. Okay. Mais il y a eu d'autres jeux d'action RPG sur PlayStation 2 qui ont été plus dans le style Kingdom Hearts que dans le style Dark Souls en Dark Fantasy. Il y en a eu pas mal. Est-ce que le Seigneur des Anneaux, c'est Dark Fantasy ? Non. Non, c'est de la fantastique. Fantastique et fantasy. Ok. C'est pas de la high fantasy non plus ?
Non, parce que la high fantasy, c'est encore différent. C'est un peu plus mignon et tout. Ouais, t'es vraiment dans la mignonnerie. Il n'y a pas de désespoir. En fait, si tu veux, ça pourrait être de la high fantasy parce que, effectivement, au moins le premier, il y a tout le monde, il est gentil, ils partent les hobbits, les elfes, les nains, machin. Ça pourrait. Mais. Et ils partent main dans la main et machin. Ça pourrait. Mais il y a quand même un rappel à la réalité dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, déjà, Gandalf. Tout le monde pense qu'il est mort, donc c'est pour ça que c'est pas de la dark fantasy parce qu'on pense qu'il est mort, mais il l'est pas. Après, mais il y a des morts, il y en a dans toutes les séries, il y en a même dans Naruto, tu vois, et pourtant c'est pas très lourd Naruto comme. Ouais, alors Naruto, oui, il y a des morts, mais. je veux dire, le côté mort, ça fait pas joyeux ou triste, tu vois. En fait, si tu veux, la dark fantasy, c'est vraiment. Tu vas avoir tout ce qui est du fantastique. Tu vas avoir des dragons, tu peux avoir d'autres créatures mythiques, d'autres espèces, etc. Mais le monde est pas avenant. Le monde, tu il est dur. Ouais, il est dur. The Witcher, typiquement. Dark Fantasy The Witcher. Ah oui, okay, The Witcher, complètement. T'as qu'à voir la vie de merde qu'il a, Gérald. Très bon exemple. The Witcher, premier du nom, il est sorti avant Dark Souls. Ouais. Et il était beaucoup plus genre Kingdom Hearts que genre Dark Souls. Oui. En termes de gameplay. Donc, t'as vu comment j'ai bouclé pour arrêter le... ouais. T'es pas si nul que ça. Mais tu m'as aidé, donc c'est pas mal. On fait la paire. Oui, mais si je t'aide pas, tu t'avances pas, mon garçon. Donc, effectivement... J'étais en train de dire que t'étais un gars bien, et là tu commences à repartir sur les insultes. Non. Il faut arrêter, je ne suis pas un gars bien, tu le sais. En fait, tout ça pour dire que Dark Souls a repris du coup le squelette de gameplay de Demon's Souls, mais comme il a eu un impact bien plus grand sur la culture jeux vidéo, on a tendance à dire que c'est lui qui a tout changé. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas, tous les systèmes qui ont été apportés dans Demon's Souls ont été magnifiés dans Dark Souls, et ça en fait un jeu vraiment incroyable. Dark Fantasy, du coup. Tous les Souls, généralement, sont des Dark Fantasy. Enfin, non, tous les Souls sont des Dark Fantasy. Et là, du coup, c'était encore une fois Hidetaka Miyazaki. 2011, il est sorti, et je me suis dit, mais pourquoi Dark Souls, il n'a pas eu jeu de l'année ? Pourquoi Bloodborne aussi, je vais en parler après, mais pourquoi ils n'ont pas eu jeu de l'année ? 2011, c'est Skyrim qui a eu jeu de l'année. Ouais, c'est pas mieux. Ouais, enfin, sortir la même année que Skyrim, c'est compliqué. Oui, alors, c'est difficile, mais alors... Et 2015, c'était... Skyrim, si vous avez écouté la Geek Nation saison 3... Je l'ai déjà dit il y a plusieurs fois quand Axel soulevait des jeux, etc. Moi, je trouve qu'un jeu de rôle, un RPG en FPS, c'est imprécis. Je déteste ça. Et surtout, dès le premier village, tu peux complètement breaker le jeu. Oui, mais c'est pas le sujet. Oui, exactement. Mais tu n'apprécies pas Skyrim. Non. Le fait est qu'il a quand même eu... il a déchiré. Voilà. Et du coup, Dark Souls était... Mais quand même... Pour un jeu qui est sorti en même temps, il a quand même... il a quand même topé. Il a quand même brillé. Il a quand même fait un petit truc, quoi. Et en 2015, Bloodborne, c'était The Witcher 3 qui a... Ouais, mais alors que pour moi, Bloodborne aurait vraiment dû... Ouais, mais The Witcher est tellement... Le 3, il est tellement... ouf, ce jeu. Moi, j'aime pas. Ouais, voilà. Un tocard, c'est bien oui, sûr. Venant du mec qui me dit que Skyrim, c'est nul, bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Ensuite, on est passé sur Dark Souls 2. Dark Souls 2, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un épisode un peu à part dans la série. Il n'a pas été créé par Hidetaka Miyazaki, il a été co-créé, mais en fait, Miyazaki était plus sur Bloodborne que sur Dark Souls 2. Et donc, c'est un gars co-directeur qui a été... plutôt directeur général, Yui Tanimura, il s'appelle. Yui Tanimura, c'est important pour la suite, c'est pour ça que j'en parle. Qui a fait Dark Souls 2. Dark Souls 2, donc c'est l'épisode le moins aimé de la série, il change pas mal de choses, notamment dans le game feel, des systèmes encore plus nébuleux, enfin c'est vraiment particulier. Quand je veux parler de Elden Ring, je parlerai beaucoup plus en avant des systèmes qui seront les mêmes que dans Dark Souls, donc c'est pour ça que je reste pas dessus pendant 2 heures. Donc ensuite il y a eu Bloodborne. Ouais. Même genre de jeu, mais cette fois-ci... le jeu de l'année, non ? Non, c'était The Witcher 3. Ah, c'était pas sur Dark Souls 2 D'accord, non, c'était sur Bloodborne. Okay. Donc, ensuite, il y a eu Bloodborne par Miyazaki, qui était plus dans un style Europe victorienne. D'accord. Ok. Chasse aux démons, mais aux démons loup-garou, ce genre de trucs. Ouais, voilà. Chasse aux monstres, quoi, du Buffy. Voilà, quoi. Chasse aux monstres, voilà, parce que chasse aux démons, Dark Souls, c'est tout à fait ça, tu vois. D'accord. Mais c'est plus du tout le même genre. Et là, du coup, on incarne un chasseur. Ça change un peu le gameplay, même si Squelette reste le même, mais on est plus dans des boucliers, des épées, tout ça. On est plus dans... c'est très dynamique, c'est
tout se joue sur les contres. Quand tu perds de la santé, tu peux la récupérer en attaquant. Donc on joue avec... Enfin bon, je vais pas faire une chronique Bloodborne parce que sinon on va y passer des heures, mais c'est un jeu incroyable. Bloodborne, c'est mon préféré de la série. Après Elden Ring maintenant. Mais voilà. Ensuite, on a eu Dark Souls 3. Ouais. Et pareil, en fait, Bloodborne est sorti entre le 2 et le 3. Donc du coup, Miyazaki était en même temps sur Bloodborne et sur Dark Souls 3 quand il a fait ça. Donc c'était assez particulier. Et quand Dark Souls 3 se termine, ils ont commencé Elden Ring à créer. Ils ont... pendant qu'ils faisaient les mises à jour Dark Souls 3 et tout ça. Donc du coup, il était jamais été que sur un seul jeu. Et quand il a fait Elden Ring, il faisait d'autres trucs en même temps. Mais du coup, on a Elden Ring qui sort après. Et si j'en parle en plus des autres, parce qu'on a eu Sekiro aussi. Donc il a fait Elden Ring en même temps que Sekiro et tout ça. Puis, si j'en parle de Dark Souls plus spécifiquement, c'est parce que Elden Ring, en vrai, c'est Dark Souls 4. D'accord. C'est pas le même lore, mais c'est Dark Souls 4. Parce que le 1, le 2 et le 3 partagent le même lore Ils partagent le même lore, voilà. Alors, tu joues au jeu, tu comprends rien au lore, oui, donc tu pourrais ne pas savoir que ça partage le même lore, mais il y a quand même 2-3 name drops qui sont les mêmes. Et du coup, Elden Ring, il partage... c'est le jeu le plus apprécié de la série, de tous les Souls. Parce que quand je dis série, je parle des 3 Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne et Sekiro. C'est le jeu le plus apprécié et le mieux noté. Et il a été co-dirigé par Yui Tanumura, celui qui a fait Dark Souls 2, justement. Donc le fait que l'épisode le moins aimé a été fait par celui qui a été le plus aimé, qui a été fait par le gars, voilà, c'est quand même rigolo de se dire qu'au final, peut-être que c'était pas que ça le problème, mais bon, c'était pas mal. Donc Elden Ring, je vais en parler du jeu au fur et à mesure, mais je ne vais pas en parler de manière... linéaire. Voilà. Donc, on ne va pas commencer par expliquer ce que c'est. D'accord. Je vais parler d'Elden Ring, qui pour moi a été un chef-d'œuvre, et que pour toi, c'est de la grosse merde. Alors, non. C'est vrai que si vous nous avez écouté sur la saison 3 de la Geek Nation, vous savez que je n'aime pas Elden Ring. Mais en fait, il faut que je fasse un aveu et que je sois totalement objectif. C'est pas que je n'aime pas Elden Ring, je dirais ce que j'en pense au final à la fin. Donc on va le dire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais c'est que surtout, je n'aime pas la communauté Elden Ring qui vient me brandir Elden Ring comme meilleur jeu de tous les temps sous le nez. J'ai juste envie de vous frapper. Il est bien, mais putain, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, loin de là. Alors, on va pas se bagarrer. Si, on va se bagarrer. Bah, tu risquerais de perdre. Non, impossible. Le mobilier est avec moi. Il est sous mon contrôle, fais gaffe. En fait, tout ça pour dire que je vais te proposer de parler d'Elden Ring, mais j'ai soulevé plusieurs points de Elden Ring qui sont le gameplay, les trucs comme ça. Bien sûr. Dans mon ordre où je pense que c'est le moins réussi au plus réussi. D'accord, tu pars du pire au meilleur. Je pars du pire au meilleur. Ok. Sachant qu'il y a vraiment que les 2 premiers points qui sont vraiment ratés, et tout le reste, après, je vais... on en reparle. Je vais le pignoler, donc il va falloir que tu sortes tes meilleurs arguments. Bon, moi, il va falloir que je prenne un KO parce qu'il va en foutre de partout, là. Mais voilà, on va parler d'Elden Ring de cette manière, en approchant chaque point qui, pour moi, représente un peu les différents pans du jeu et pourquoi j'aime bien le jeu. On va expliquer un peu de plus en plus ce qu'est le jeu et comment il fonctionne. Ça me va. Donc, le premier point que je trouve qui est totalement raté, c'est la caméra. Est-ce que tu te rappelles de la caméra ? Oui, je m'en rappelle. Alors cette caméra, on peut dire tous les jeux 3D, c'est un peu raté la caméra. Oui, c'est un peu ça, mais c'est surtout... Mais lui, c'est spécifique. J'ai joué à Silent Hill 1, quoi. Ça me choque pas. Ouais, non, mais lui, c'est spécifique. Parce qu'en vrai, dans Elden Ring, on va affronter des monstres de toutes les tailles. D'accord. Et quand on va cibler un ennemi, en fait... on va avoir un point de fuite qui va se créer au centre de l'écran. Oui. Et ça sera le point de fuite de la caméra. Oui. Ok, qui va suivre celui du joueur. Et ce point de fuite va se déplacer toujours au centre. Il va très légèrement fluctuer, mais ce sera très souvent au centre. Et aussi vite que la caméra. Du coup, ça fait que si l'ennemi est mobile,
la caméra va faire... Et elle y arrive pas. Elle y arrive. C'est les yeux qui vont pas y arriver, tu vois. La caméra va bouger dans tous les sens. Et elle va prendre un point qui sera pas forcément le plus pertinent à prendre sur un ennemi qui est grand, par exemple. Quand tu as un ennemi grand, son centre de gravité, le bas du buste, on s'en fout de le cibler, tu vois. On va latter les jambes. Et des fois, les jambes, c'est pas ciblable. Donc, du coup, tu vas cibler le buste. Ouais. Et donc, du coup, tu vas avoir la caméra dans le sol. Ouais. Voilà. Et quand tu es collé à lui, tu auras la caméra dans le sol. Si le personnage est plus petit ou qui fait la même taille que toi, vu que le centre est sur le buste, s'il est collé à toi, la caméra va plonger vers le sol. Ouais. Ça veut dire que s'il y a 5 ennemis autour de toi et que toi, tu es en train d'en affronter un au corps à corps, les autres, tu les vois plus dans ta caméra. Tu vois plus que celui que tu es en train d'affronter. Et une fois que tu l'as tué, il faut que tu relèves ta caméra pour aller recibler un autre. Voilà. Sachant que la caméra cible celui qui est au centre de l'écran. Mais c'est pas très bien fait. S'il y a plusieurs ennemis et que tu mets celui que tu veux au centre, quand tu cliques pour cibler, ça peut cibler un truc rien à voir. Ouais. Donc la caméra est horrible dans ce jeu. Et j'ai pris des exemples de caméras réussies. Ouais. Super Mario 64. C'est vrai. 1996. C'est le premier jeu en 3D qui réussit une caméra. Pourquoi tu copies pas ce système, tu vois ? J'ai pas compris. La caméra, elle fait pas n'importe quoi, elle marche bien. Un autre jeu, j'en parle rarement dans les chroniques, mais je me suis dit que cette fois-ci, ce serait pertinent. Kingdom Hearts 2. La caméra, elle est bien foutue. T'en parles rarement. J'en parle rarement, je sais. Kingdom Hearts 2, quand tu cibles un ennemi, le point de fuite est toujours sur le mec ciblé, mais la caméra a un peu plus de souplesse. Ouais. Si l'ennemi se déplace, la caméra se déplace un peu plus lentement, même si l'ennemi sort de ton champ de vision, il va pas t'attaquer en dehors de ton champ de vision de toute façon. Sauf si tu suis rien du tout. Hein. Et du coup, cette caméra, il y a d'autres jeux qui ont fait mieux. Elle est jamais parfaite. Un jeu en 3D, tu peux pas faire parfait. Mais 20 ans avant, on faisait déjà mieux. Un jeu de ce calibre, c'est quand même inadmissible. Elden Ring, il y a eu des moyens et il a fait énormément de ventes. C'était un jeu attendu. C'était pas un jeu de merde, quoi. Vraiment, il y avait un studio dessus. Pour coup, c'est pas tellement un jeu de ce calibre, moi, que je dirais. C'est plutôt un jeu à notre époque. À cette époque. À cette époque, on peut faire des jeux qui sont pas... Parce qu'il n'y a pas de moyens dessus, tu vois. C'est quelle année Elden Ring déjà ? 2022. 2022 ? On est sur la PlayStation 5. 4. Enfin, 4 et 5 en même temps. Ouais, 4 et 5. Mais enfin, globalement, c'est la fin de la 4 et c'est le début de la 5. Non, mais de toute façon, c'est 2022. Ouais, ça fait 30 ans qu'on fait des jeux en 3D. Ça fait 30 ans qu'on fait des jeux en 3D. C'est inadmissible, effectivement. Non, c'est inadmissible. Ouais. Et sur un petit studio qui développe à 20 un jeu, un gros jeu, la caméra qui foire, tu peux comprendre. Tu te dis, ils n'avaient pas l'expertise, ils n'avaient pas les mecs. Mais là, ça fait depuis 2005, donc du coup, j'ai plus la date de Demon's Souls, mais 2005 qu'ils font le même jeu. Ouais. La caméra, c'est toujours le même problème au bout d'un moment, parce que c'est la même que celle de Demon's Souls. Hein. D'accord, ok, parfait. C'est juste qu'elle est nulle. Donc en fait, ils ont jamais. Non. Mais tu vois, tu mets de l'eau dans mon moulin quand je te dis, en fait, ils font leur jeu sans réfléchir. Mais je sais pas à quel moment ils se disent pas. La caméra, peut-être qu'il y a un problème. Même quand tu vois les mecs qui font des combats en ligne et tout, tu vois que la caméra, elle part dans tous les sens quand tu cibles un ennemi qui est un peu gros ou quoi. Mais bon, voilà, c'est très étrange, mais cette caméra est foirée, est totalement foirée à mon sens. Tu as des options d'automatisation de caméra que tu peux enlever, et heureusement, parce que sinon, quand tu gambades avec ton cheval, le moindre caillou sur le côté te fait bouger la caméra. Donc, tu peux la mettre totalement manuelle. Et quand tu cibles pas, la caméra, si c'est toi qui la dirige, ça marche bien. Mais dès que tu cibles, c'est foiré. Deuxième point. Je vais parler d'accessibilité. Mais pas l'accessibilité dans le genre où un daltonien, il faut qu'il voit les menus ou quoi. J'ai pas de terme pour désigner comment ça, mais comment le jeu met en place ces systèmes et comment il te les explique ? Pas. Voilà. Et bien ça, c'est ce genre d'accessibilité, je veux dire. Okay ouais, okay. c'est Donc... C'est comment catcher par le gameplay les gens. Il le fait pas. Pas forcément catcher, mais... Il te dit quoi, le jeu ? Il te dit, tu sais quoi ? Get good. Non, mais tu sais quoi ? Pour pas être gros... Là, c'est moi qui le censure pour pas être grossier. Tu sais quoi ? Pulsion de vie avec ta maman. On va partir là-dessus. Mais tu résumes bien. C'est le jeu qui fait le plus d'efforts de toute la série. Oh, purée. À part Sekiro. Attends, c'est le jeu qui fait le plus d'efforts de la série ? Oui. Il en fait pas. Alors les autres, c'est quoi ? Alors il en fait. Il y a un truc rigolo, c'est qu'au tout début, il y a un tutoriel que plein de gens ont loupé.
Donc dans une mise à jour, ils ont mis un message qui pop pour te dire là c'est le tutoriel. Ça c'est énorme. Foutage de gueule, mais le tutoriel que tu peux foirer. Parce qu'en fait, quand tu commences le jeu, pas le tout début, mais parce que tu combats un boss que tu es obligé de perdre, tout, on s'en fout. Mais quand tu commences vraiment, tu as une sorte de grotte, mais il faut sauter dans un trou. Oui. Et bah, si t'es pas curieux de voir ce qu'il y a au fond du trou, tu vois pas que c'est sautable. Et il y a un petit personnage, un PNJ, qui te pointe le trou du doigt, qui est en fantôme, et tu peux lui parler, et il te dit, là, c'est la grotte du savoir. Bon, quand tu sautes dedans, t'as un encart qui s'affiche pour te dire, bah, c'est le tuto, tu vas apprendre tous les systèmes de jeu. Mais si tu vois un trou, t'as pas envie d'y aller, et parler avec des PNJ, ça t'intéresse pas, bah, t'apprends pas les systèmes de jeu. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un message qui apparaît dès le début pour te dire, maintenant, avec une mise à jour, pour te dire, là, c'est le tuto. Mais même en dehors du tuto, parce que le tuto va t'apprendre que la base. Il va t'apprendre quels sont les points de grâce, qui sont les points de téléportation et les points pour te restaurer ta vie et tout ça, pour monter en niveau et tout ça. Mais il va pas t'expliquer tout son système de craft et non, il va rien t'expliquer. Même le tuto, il te dit, mon gars... Il te dit explique comment te bagarrer. Il t'explique comment te bagarrer. Il dit... Pour taper, c'est ce bouton. Ouais, pour parer, c'est ce bouton, attaque sauter, machin bidule. Oui, merci, j'ai appuyé sur un bouton et constaté ce que ça fait. Une fois qu'on sort du tutoriel, on a un personnage qui te dit, quand tu vois un point de grâce, il y a certains points de grâce qui vont te donner... Des directions. Ouais. Et il va te dire, si tu suis la direction, tu vas aller au château et tu vas affronter un mec. Et il te dit, bah, c'est ce qu'il faut faire. Un PNJ qui te dit ça. Hein. Ouais. Seulement, comment le jeu est foutu ? Toi, si tu y vas à ce point de grâce, tu vas avoir un autre point de grâce qui va te débloquer des options et tout ça. Donc tu vas débloquer le cheval, tu vas débloquer la possibilité de monter en niveau, tout c'est cool. Il va t'indiquer un autre point de grâce, tu vas aller jusqu'au château. Et au château, tu vas tomber sur Margit. Et il va te défoncer ta race. Et pourquoi il te défonce ta race ? Parce qu'en fait, le premier monde où tu devrais aller, c'est pas là. Ouais, bah génial, super. Le bas level, il est derrière. J'ai un ami, par exemple, qui a fait ça. Et là où ça soulève un problème, c'est que la réputation de la série... Attends, qui a fait quoi ? Bah, qui a fait aller au valorage direct. Bah oui, comme tous les joueurs. Voilà. Moi, non. Moi, j'ai pas fait ça, personnellement. Voilà. Alors, pour une fois, parce que Arnaud est un peu plus con que les autres, ça a marché pour lui. Bah, en fait, non, du coup. Mais c'est juste que... C'est pas ça. C'est juste que... je connais la série depuis longtemps. Et dans un jeu... Moi, mon premier réflexe, quand je joue à un RPG, si je vois deux chemins et qu'on me dit à gauche à la suite du jeu, je vais à droite. Parce qu'il va y avoir un coffre, parce qu'il va y avoir un truc caché, parce que peut-être il y a un peu d'argent à se faire. Moi, on m'a dit, va là, j'ai dit, ok, j'irai plus tard. J'ai fouillé tout l'autre monde et j'ai pu passer une dizaine d'heures avant d'aller là où on m'avait dit au début. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est mon réflexe de joueur. Deux embranchements, on te dit, va à gauche, je vais à droite. Parce qu'il faut aller à gauche, j'y reviendrai plus tard. À droite, il y a forcément un trésor. Sinon, ça sert à rien de foutre un embranchement. Et malheureusement, dans Elden Ring, il n'y a rien. et donc, merde alors. Donc du coup, j'ai un ami qui a fait ça. Et la réputation du studio, c'est des jeux difficiles. C'est une réputation. Oui. C'est une réputation. Qu'elle soit justifiée ou pas, on s'en fout. C'est une réputation. Du coup, un newcomer, parce que mon pote justement avait jamais joué aux autres jeux. Ouais, mais moi non plus d'ailleurs. Moi j'ai attaqué avec Elden Ring. Tu commences ce jeu, t'arrives devant Margit et tu te fais défoncer. Ah, tu te fais violer, hein. Tu te dis quoi ? Tu te dis, je suis pas au bon endroit, ce mec est trop haut level pour moi. Bah en fait, je me suis rien dit. Je me suis dit, bah on m'avait dit que c'était dur. Ok, je l'ai pris dans la gueule une 40aine de fois. Bah voilà. C'est comme ça. Ok, bon bah vas-y. Et bah c'est exactement là où je voulais en venir. La réputation de la série a changé ta perception du concept, parce qu'en vrai, dans un jeu que tu connais, par exemple, tu vois, dans un FF, bon, imaginons, j'ai pas fait le 16, mais comme dans l'Xenoblade, par exemple, t'as un ennemi qui est trop fort sur ton chemin, bah tu te fais défoncer, tu vas pas le défoncer à l'infini, tu vas pas essayer de le tuer alors que c'est pas possible. Si, moi si. Ouais, mais tu vas juste te barrer, et tu te dis, bah je vais grinder, ou alors je tryhard, mais je peux grinder et revenir dessus, voilà. Mais là, c'est pas le premier réflexe. Alors qu'en fait, c'était ça le réflexe. Le réflexe, c'était de te dire, bah là, j'ai un pic. Et c'est pas normal que j'ai un pic. Mais comme la série te dit, bah c'est dur, bah, si tu vois un pic, tu te dis c'est normal. Alors qu'en fait, dans ce jeu, Elden Ring, c'est le plus facile de toute la série. D'accord. Parce que justement, il y a énormément de trucs qui sont mis en place pour te faciliter. Le fait que tu puisses aller grinder ailleurs, le fait que tu puisses invoquer des esprits et tout ça. Donc,
ça, c'est aussi un problème du jeu. Le problème que il te communique pas assez ce que tu peux faire. Ah, il communique pas du tout. Hein. Et ce que tu peux faire. La communication d'Elden Ring, sincèrement, la boîte, ça pourrait être un gros doigt d'honneur bien tendu. Hein. Alors, on va revenir après sur ce détail, mais c'est pas vrai. Donc ça, c'était le deuxième point. Maintenant, on va commencer à encenser un petit peu le jeu parce qu'il a quand même des réussites. Oui, alors... Troisième point. Vas-y. L'open world. Non. Voilà. L'open world... C'est même pas là, en fait, la peine de soulever le truc. L'open world, c'est du quitte ou double. Ça plaît ou non. Parce que l'open world, qu'il soit bien fait ou non, il y a des gens qui vont kiffer de pouvoir monter une montagne pour se pignoler sur la rivière qui coule en bas. Alors, oui, mais il y a d'autres gens... Il y a plein de gens qui peuvent kiffer des trucs qui sont pas bien faits, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, moi, ce que j'aime... C'est pas l'open world. Moi, j'aime les mondes à la Final Fantasy VII, c'est-à-dire l'original. Hein. J'ai bien compris. T'as ta carte du monde, mais c'est pas un open world au final. Oui, mais enfin, franchement, j'ai un peu de mal à me dire... Mais non, mais regarde par exemple, juste... Enfin, tu peux pas aller où tu veux parce que toutes les zones ne sont pas accessibles, voilà. mais regarde pas... Mais je trouve ça agréable comme jeu. T'as l'illusion de l'open world, ouais, mais c'est ça ça. en est pas un. Non, ça en est pas un. Mais ça en est pas un. D'ailleurs, pour la preuve, hein, si tu prenais Elden Ring, la distance entre Corel et Costa del Sol dans Elden Ring, t'y mettrais des jours pour y arriver. Ouais, mais là... Or que dans FF7, c'est 2 minutes. Qu'est-ce que t'as pensé de l'open world d'Elden Ring ? Je suis pas aussi catégorique que Kylian sur les open world. Moi, ça me dérange pas. Okay. Par contre, tu me fais un open world, j'aimerais qu'il y ait des choses dedans. J'aimerais qu'il soit pas vide. Alors oui, là ça c'est vraiment parce que t'es con, parce qu'il est pas vide du tout. Putain, mais j'ai jamais été récompensé pour mon exploration dans Elden Ring. Mais ça c'est un autre problème et on va essayer de le creuser là parce que tu es en thérapie. En fait, je t'ai pas dit, mais tu vas me donner 200 balles une fois qu'on aura fini cette session. Je refuse. On va finir parce qu'on va essayer de creuser un peu en toi. Pour moi, l'open world c'est à la fois une grande force et une grande faiblesse. Cet open world là, hein, pas le mode open world. Non, ouais, celui d'Elden Ring, c'est à la fois une grande force et une grande faiblesse. C'est pour ça qu'il est que 3e dans ma liste, mais c'est quand même plus du positif que du négatif. Sur combien de points d'ailleurs ? Tu verras. Suspense. T'es comme les films qui me disent chapitre 1, je déteste ça, il y a combien de chapitres ? Ah ouais, non mais il faut être patient. Alors, pourquoi c'est une force et une faiblesse ? C'est une force parce que il te fait des panoramas extraordinaires. Quand tu vois des endroits, tu peux y accéder. Tu peux fouiller un peu où tu veux. Il y a des châteaux, il y a des lacs, tout, tu vois, tu peux te balader dedans. Et tout est très beau, tout est très bien agencé. Tu peux très bien passer partout. Tu as des courants d'air qui te permettent de monter des falaises assez rapidement. T'es pas obligé de chercher tout le tour et tout. Non, à la place, tu cherches le courant d'air ou que tu trouves pas et que donc tu as perdu 3 heures à chercher ce putain de courant d'air et au final, t'as passé encore 3 heures pour gravir ta montagne parce que t'as pas trouvé ce courant d'air. Non. Mais ça, c'est parce que t'es vraiment nul. Parce que 3 heures pour trouver un courant d'air. Je suis désolé. Eh ben, tu fais bien de t'excuser, on va rester là-dessus. Non. Tu t'excuses, je prends. Je te pardonne. Plus la nana. Non. Cet open world, il est mal fait en plus parce que rien n'est indiqué. Tu peux. Alors, attends. Sauf, oui, les lois où non, mais le fait que rien ne soit indiqué, c'est justement ça qui fait que c'est un bon open world. Non. Si, sur la carte, tu peux y voir des trucs qui peuvent t'intéresser, mais il n'y a jamais un point d'intérêt. Alors, si on ne m'aiguise pas, si on ne me dit pas ça peut être intéressant, même pas c'est intéressant, ça peut l'être. Je m'en branle. Oui, mais alors, ça c'est un problème, c'est pas un problème du jeu. Ben non, c'est un problème de toi. Humain. Non, c'est un problème humain. Non, c'est pas humain, parce que moi, si on me dit, là je te mets une carte et je te dis partout, un peu comme Witcher 3, partout où il y a des trucs, je me dis, ça sert à quoi que je cherche ? Je vais juste mettre une balise sur l'endroit où je dois aller et je vais y aller à cheval tout droit. Ça sert à rien que je cherche. J'ai pas besoin de chercher. De toute façon, je sais que il y a rien d'autre ailleurs que là où tu m'as montré. Ça, pour moi, c'est pas un open world dans le sens où c'est pas une aventure. L'open world... C'est un open world, que tu le veuilles ou non. Non, j'ai pas dit que c'était pas un open world.
J'ai juste dit que c'était pas un bon truc à faire. Alors là, moi, je suis pas d'accord non plus. Je suis désolé. Il y a des joueurs, il y a des gens. Je dis pas que tout le monde l'est, mais qu'on les prenne par la main, ils apprécient. Mais oui, mais et ensuite. Mais alors du coup, c'est juste que cet open world n'est pas là pour toi. Sur un jeu de rôle, c'est pas l'exploration le but du jeu. Le but du jeu, c'est de progresser. C'est de comment ton personnage devient de petit caca fragile à gros métal bien peu puissant. Alors ça, c'est but du jeu. En fait, un jeu, il y a plusieurs buts, il y a plusieurs boucles, tout ça. C'est pas qu'il y a plusieurs buts, il y a plusieurs profils de joueurs. Mais en dehors des profils. Et moi, l'exploration, mais toi, t'aimes pas l'exploration. Ben, en fait, c'est surtout si tu ne me rattaches pas scénaristiquement ou de manière, c'est simple, pour rattacher un objectif, enfin une exploration à quelque chose de valorisant, il faut ou que tu me l'attaches à du scénario ou à quelque chose de rewardant. Je suis désolé, monter sur une montagne pour ne rien trouver, mais me dire « Eh, mais t'as vu comme c'est beau ? Nique ta putain de merde, dans ce cas-là, je vais faire une randonnée !» Alors, on revient là-dessus, justement. Tous ces points que tu cites sont dans Elden Ring. Tu peux fouiller, tu vas trouver une catacombe, tu vas rentrer à la catacombe, tu vas fouiller la catacombe, trouver un boss à la fin. Qui n'est pas rewardante, je suis désolé. Laisse-moi finir, c'est à mon tour de parler. Toi, on t'a entendu dire tes conneries, maintenant c'est à moi, ok ? Tu vas dans la catacombe, au final, à la fin, t'as un boss, et je prends une des premières catacombes qu'on trouve dans le jeu, on a un couteau noir, Assassin des couteaux noirs, c'est le nom du boss. Assassin des couteaux noirs, il a de la vie en moins quand tu commences le combat. Il a de la vie en moins. Ouais. Tu le tues, et t'as une récompense. Bon, que ce soit utile ou pas, on s'en fout. Quand tu as tué ce couteau noir, discrètement, on t'a donné du lore. On te l'a pas vomi à la gueule, mais on te l'a donné. Alors, que tu le vois ou que tu le vois pas, après c'est ta faute. Non, effectivement, mais là c'est plus que discret quand même. Non, alors, peu importe, on t'a donné du lore. On t'a dit Assassin des couteaux noirs et il a de la vie en moins. Toi, au tout début, la cinématique de début, si tu l'as écouté, tu sais qu'il s'est passé un incident avec la nuit des couteaux noirs. Oui. Voilà. Donc tu te dis, peut-être que ce personnage a participé à cette nuit et que s'il est caché là, avec de la vie en moins, c'est qu'il s'est fait bolos, tu vois. T'as un petit indice de ce qui se passe. Ensuite, on te donne un item et cet item, il a un descriptif. Tu lis le descriptif de l'item et tu sais ce qui s'est passé. Un peu plus tard, tu peux découvrir dans d'autres endroits des jarres qui bougent, qui sont vivantes. Et quand tu les tues, il y a des entrailles d'êtres humains dedans. Encore un peu plus tard, tu captes quand on trouve dans les catacombes des jarres mortes dans les catacombes. Et encore un peu plus tard, tu apprends que ces jarres-là, elles récupèrent les soldats qui sont morts pour les emmener aux racines de l'arbre monde pour qu'ils puissent renaître. Donc du coup, le lore, il t'est distillé comme ça, tu vois. C'est juste à toi de le comprendre et de faire les associations. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne t'expliquer tout ce que je viens de te dire. Mais le fait que tu le découvres par ton exploration, ça renforce ton application dans le jeu. Donc le lore. Non, attends, je n'ai pas fini sur le... pardon, excuse-moi. Parce que là, je t'ai donné que des bons aspects de l'open world. C'est toi qui râles depuis tout à l'heure. Il n'y a que toi qui râle. Moi, j'ai encore rien dit de négatif dessus. Laisse-moi... Ah, mais t'as des trucs négatifs à dire. Évidemment, non. Sinon, j'aurais pas commencé ma part. Tu te rappelles, il y a une demi-heure. C'est à la fois une force et une faiblesse. Donc, moi, je trouve que c'est très rewardant de fouiller dans cet open world. Et pourquoi je trouve ça rewardant ? Parce qu'à chaque fois que tu vas tomber sur une catacombe ou quoi, la récompense sera pas toujours seulement l'objet que tu as, parce que tous les objets que tu as, ils vont te permettre de diversifier tes builds ou de changer de build. Mais ils seront pas toujours utiles si tu joues guerrier. Si tu joues guerrier et qu'on te donne un arc, t'en as rien à péter parce que tu joues pas arc. Oui. On t'offre, voilà. Mais on t'offre une possibilité de changer ton style de gameplay. Mais j'ai pas envie de changer mon style de gameplay. C'est pas la question. Gameplay. C'est pas parce que toi t'as pas envie qu'on te l'a pas offert. Tu vois, on t'a donné ça. On t'a donné de l'expérience, parce qu'en tuant des boss, tu gagnes de l'XP. Tu vas en parler de ça ou je peux le soulever vite fait ? L'expérience ? Ouais. Vas-y. Je n'ai jamais vu des stats qui ne servaient à rien comme ça. Je vais en parler dans la partie gameplay. D'accord. Donc du coup, tu vas avoir de l'expérience qui vont te renforcer ton personnage, tu vois. Donc, il y a toujours une récompense. Que tu la veuilles ou pas, il y en a.
Moi, ce que je trouve qui est négatif dans cet open world, et qui a été réglé dans le DLC justement, parce qu'il y a eu un DLC 2 ans plus tard, c'est trop grand. C'est trop grand, et pas trop grand pour rien, mais c'est juste qu'il y a beaucoup trop de catacombes qui se ressemblent. Il y a des redites de boss. Les catacombes, elles se ressemblent toutes. Alors, moi, je suis visuellement, elles se ressemblent, mais il y en a qui sont construites différemment, agencées différemment. Elles se ressemblent toutes à tel point que j'ai pas de souvenir d'une catacombe en particulier. Pour moi, tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais c'est toutes les mêmes. Bah, moi, j'en ai 2-3 en tête. Sur les dizaines qu'il y a dans le jeu, j'en ai 2-3 en tête qui sortent bien du lot par leur agencement et comment ils fonctionnent. Ouais, voilà, mais seulement pour leur truc. Mais et en dehors des catacombes, il y a d'autres trucs, tu vois, qui se ressemblent. Il y a des grottes, mais elles se ressemblent aussi. Ouais, non, mais à la rigueur, c'est pas grave que tu trouves des biomes qui se ressemblent. C'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est qu'à la fin, t'as un boss. Et ce boss-là, tu l'as dans plusieurs catacombes. Et des fois, dans une catacombe, t'as 2 fois le même boss. Ouais, c'est relou. Et t'as des geôles sur la carte avec des boss. Ouais. Et ces boss, c'est des boss que t'as déjà affrontés. Ouais, mais c'est relou. T'as un boss dans l'académie qui est un loup, et reste loup, c'est un trash mob. Tu vois, il y a là trop de recyclage. En fait ce surplus de cyclage me donne l'impression en fait que le monde, il est vide. Qu'ils ont pas bossé, les mecs. Alors, si ils ont bossé de ouf, mais... donne l'impression... Ouais, bien sûr, mais je comprends. Je donne l'impression qu'il est vide, alors que tu viens de le dire, voilà, il est pas vide, il y a pas de machin, mais il est vide. Au final, c'est super vide, ça fait vide. Non, alors, ça fait pas vide. Par exemple, t'as le nocher de diaphane. C'est celui qui est sur un bateau et qui pagaille. Ouais. Et des fois il y a de l'eau, des fois il pagaille en dehors de l'eau, on s'en fout, c'est un spectre. Ouais. Quand tu le tues, il te donne un item qui est important pour une quête. Bah celui-là, tu le retrouves plusieurs fois. Je trouve que là, pour le coup, c'est pas vraiment dommage parce que c'est pas un personnage, c'est un style de monstre, tu vois. Mais ça reste. Moi, ça fait quand même recyclage. Non, mais ça fait recyclage, voilà. Et puis surtout, ça fait que tu as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien. Je lui ai pété la tronche, je lui ai défoncé sa mère, il va revenir 10 heures, 15 heures plus tard. Ça, tu le sais pas. Tu le sais que quand tu le revois. et quand tu le revois, tu fais putain, mais t'es encore là, toi. Donc du coup, il y a beaucoup de boss. Après, moi, j'ai envie de jouer. Imaginons. Je dis pas, moi, c'est mon expérience et tout. Mais imagine, t'as envie de jouer au jeu. Et j'ai eu envie de jouer. Non, mais voilà. Tu vas retrouver un autre boss. Et tu l'as déjà battu. C'est pas grave, ça te fait un truc à faire. Je trouve que c'est trop, mais dans tout ce que je propose, c'est pas abusé non plus. Il y a une répétitivité là-dedans, ça peut créer une lassitude et tout, je la comprends totalement, et c'est justifié. Moi, je pense que s'ils avaient fait le terrain un peu moins grand, le problème aurait été réglé. Parce que t'as beaucoup de boss que tu pourrais ne pas recycler, on s'en fout, tu vois. Ouais. À la rigueur, que tu recycles un boss en trash mob, bon, depuis la nuit des temps, les jeux vidéo font ça, c'est pas grave. Ça montre juste qu'il y a des zones qui sont plus balèzes, où le mec, c'était un boss, maintenant, c'en est plus un. Par exemple, dans les premières, tu tombes sur une caverne, ou tu tombes sur un boss, c'est un homme bête de Farum Azula. Tu sais pas ce que c'est, Farum Azula, tu tombes sur un autre bum de... Voilà, un boss, il est dur, et quand tu arrives à Farum Azula, t'as plein d'hommes bêtes, tu vois. Donc c'est pas gênant de te dire qu'en fait, c'était juste un de ces gars-là qui s'était paumé, mais comme c'était le début de l'aventure, c'était considéré comme un boss, et que c'est la fin de l'aventure, voilà, t'es suffisamment fort. Donc voilà, il y a ce genre de trucs. Moi, je pense, et ce que j'adore dans les open world, que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est il y a un sentiment, à chaque fois que tu tombes sur une nouvelle zone que tu peux explorer, il est extrêmement grisant. Tu fouilles, tu tombes sur une zone. Oh, trop bien, une nouvelle zone. Je vais avoir un nouveau terrain de jeu. Ça peut être un château, une académie, peut être une ville souterraine, tout ça. À chaque fois que je tombais sur une nouvelle zone, j'étais comme un fou. Une fois que toute la carte était découverte et que je me suis rendu compte que j'avais plus de zones à trouver, j'étais un peu deg. Moi, Elden Ring, si le jeu était 2 fois plus dense, après, comme tous ceux qui ont kiffé, mais voilà. Donc du coup, tu vois, on a un plaisir dans la découverte et dans l'exploration. Mais c'est vrai que là, on a sur un point, c'est l'exploration. Si t'aimes pas l'exploration, c'est mort. Elden Ring, ça va être compliqué d'accrocher. Voilà. Mais en plus, encore une fois, c'est pas rewardant. Quand t'es un joueur de jeu de rôle, comme moi, qui suis un joueur de jeu de rôle assidu, mais papier, comme jeu vidéo,
Bah, moi, je change pas mes archétypes. Mon archétype, c'est le guerrier. J'aime mettre des tatanes. Moi, lancer des sorts ou tirer une flèche, pour moi, c'est de la niaiserie. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une grosse épée, te la foutre dans la gueule, et voilà. Et ça, j'ai compris. Mais du coup, c'est rewardant. En fait, t'as plein d'objets. En fait, le problème, si. En fait, on va pas revenir dessus. Pour les joueurs comme moi, voilà, c'est ça. Il est pas rewardant, ce jeu. Le jeu est rewardant. C'est juste que ce qui te donne, t'en as rien à foutre. Bah oui, donc c'est pas rewardant. Si, parce que moi, ça m'a fait plaisir. De savoir que je pouvais changer mon style de jeu à l'occasion, parce que des fois, il y a des boss, ils sont plus sensibles au feu, au froid, à la glace, quoi. Parce qu'il y a des boss, en dehors du fait que tu peux être overlevel pour les péter, il y a certains boss qui ont des faiblesses et des forces, tu vois. Donc tu dois jouer là-dessus aussi. Bah, et moi, j'aime bien ça. Oui, non, mais d'accord, comme dans tous les jeux de rôle. Mais c'est bah, du coup, c'est pas juste tu vas péter la gueule avec ta grosse épée. Bah, si, c'est ça le truc. Le problème du truc, c'est qu'au final, on te demande de créer ton avatar. Ton avatar, c'est quelque part toi dans un monde. Et là, on te dit. Et toi, t'es un gros bois. Bah, on te dit, toi, tu vois, ton avatar, tu dis, bah, mon avatar, moi, si j'étais dans un monde comme ça, je serais magicien, je serais archer, je serais voleur, je serais guerrier, je serais chevalier noir, je serais ci, je serais ça, je serais machin. Et là, on dit, non. Ton avatar, il faut que tu le changes. Alors non, c'est pas qu'il faut que tu le changes, c'est que tu peux le changer si tu veux. Oui, mais donc on te donne la possibilité de le faire. Oui, mais il y a rien d'obligatoire. C'est pas une possibilité qui est intéressante. Si, c'est une possibilité intéressante, surtout que tu trouves beaucoup de talismans qui vont te permettre de changer ton build en fonction de. Elle serait intéressante si c'était comme dans Final Fantasy XIV. Dans Final Fantasy XIV, en fait, ils partent du principe que ton avatar, tu peux le changer comme tu veux, parce que bah, tu as un compte, et que ce compte, bah, c'est un avatar par compte. Mais, dans un jeu comme Elden Ring, où bah, t'as pas qu'une seule partie. Bah, tu peux faire d'autres parties. Hein. Bah, bien sûr. Mais c'est pas nécessaire. Hein. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Tu peux créer d'autres parties sur un même compte. Ouais. Bah, si la première partie, parce que c'est celle qui. La première partie, dans n'importe quel jeu, pour n'importe quel gamer, c'est la partie importante, c'est la première. C'est la découverte. C'est la découverte. C'est là où on se dit, c'est là, je veux faire ça. Si je voulais faire un archer, bah, j'attendrais de faire une deuxième partie. Mais tu peux finir le jeu en étant juste un bourrin. Oui, mais c'est pas ça que je te dis. Ce que tu me dis, c'est que c'est pas rewardant, mais c'est donc, oui, le fait de te dire, tu peux créer ton avatar différemment. C'est pas une. J'ai pas dit que tu peux le créer différemment, c'est juste que tu peux t'adapter. On va parler du lore. Ah. 4e point. Vas-y. Je sais plus où est-ce que j'en suis avec tes conneries là. 4e point. Le lore. Alors déjà, faut savoir que le lore a été écrit par George Martin. Oui, c'est du foutage de gueule, mais ok. Alors non. Alors le lore, parce qu'il faut différencier deux trucs dans ce jeu. Le lore, c'est son histoire. Oui. Et le scénario que tu accomplis quand toi tu joues. Oui. Ok. Le scénario que tu accomplis quand toi tu joues, il a été fait par Miyazaki et son équipe. Ça, j'entends. Et tout le lore, toute la mythologie du jeu a été écrit par George Martin. Ouais. Donc du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent dans les Dark Souls, on vient après la guerre. On vient... Et tous les événements qui sont importants, ils sont déjà passés. Voilà. Nous, on voit que les conséquences de cet événement. Un peu comme dans Breath of the Wild, où on joue 100 ans après. Et ça, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que ça permet d'écrire une histoire d'une façon différente. C'est pas, on va marcher et on va t'expliquer tout ce qui t'arrive. C'est juste que tu vas découvrir et comprendre, à force de parler avec des PNJ, à force de faire des liens, comme tout à l'heure je te dis, avec tout ça, tu vas comprendre le monde auquel il t'entoure, comment fonctionne tout le monde qu'il y a. Il a un lore extrêmement dense, mais extrêmement dense. Une volonté des développeurs de FromSoft, c'est la communauté, et les gens parlent entre eux. C'est leur volonté depuis le tout début, que dès que quelqu'un trouve un petit truc, il le partage, et comme ça tous les savoirs se partagent. Donc en fait, le jeu n'est pas fait pour que tu puisses y jouer tout seul et le comprendre tout seul. Dès le début. Ce qui est raté pour moi, mais ok. Bah non, parce que du coup, quand tu joues tout seul, tu ne comprends pas tout. Dans ce cas-là, fais un MMORPG. Non, mais peu importe. Ça, c'est ton avis. C'est pas un défaut du jeu. C'est juste que... Alors, si, c'est un défaut du jeu, parce que c'est quand même un jeu solo à la base, et où tu dois faire attention à ce que les autres font, à ce que les autres disent, à ce que les machins...
Non, tu fais pas attention, parce que tu peux finir le jeu sans forcément comprendre les enjeux. Oui, mais à ce moment-là, ça n'a servi à rien. Si, parce que le jeu est excellent, mais c'est pas grave. Il faut que tu arrêtes de m'interrompre toutes les 2 secondes pour dire des trucs comme ça. C'est pas parce qu'il est excellent ou mauvais là-dessus, c'est que là, c'est en termes de gameplay quelque part. Quand tu penses un jeu, quand tu le penses, c'est juste, tu es à la phase de conception. Ton jeu, tu dis, bon, je vais faire un jeu communautaire, ou un jeu à plusieurs, communautaire. Mais ça, on va en parler dans la partie gameplay. D'accord. On va en parler dans la partie gameplay. Là, le lore, il est dense, il est complexe, il est difficile à appréhender, il est difficile à comprendre. Il peut se faire tout seul. Alors, il faut de l'acharnement si tu veux le faire tout seul. Alors, je pense pas qu'il soit difficile à comprendre. Je pense qu'il est pas très dense, parce que vu comme il est caché, faut vraiment le chercher. Parce que s'il était si dense que ça, t'en aurais à tous les coins de rue. Mais genre, une feuille tombe d'un arbre, on va te dire, ouais, c'est pas mal. Alors, non. Mauvaise foi à 2000%. Trop pas. Si. Il est extrêmement dense et il est difficile à comprendre. Et je vais prendre une preuve. Si tu veux regarder une vidéo de lore sur YouTube de gens qui expliquent tout, sans se répéter, t'en as pour 4 heures. Ça veut dire que le lore est dense. Alors, pourquoi il est dense ? Je vais expliquer mon propos parce que monsieur, en fait, il a été écrit comme une mythologie. Les événements qui se déroulent sont pas ancrés dans le temps. Tu peux pas donner une date sur les événements. Tu sais qu'il y a eu une guerre à un moment, mais tu sais pas quand. Tu sais qu'il y a eu ça à un moment, mais tu sais pas quand. Tu sais qu'il y a eu ça. Par contre, tu peux faire des liens entre les trucs pour créer une chronologie. Mais cette chronologie, elle est énorme. Il s'est passé énormément de choses avec tous les personnages et tout. Le jeu de base, l'histoire, c'est la reine Marika a disparu parce que le cercle d'Elden a été éclaté. Et du coup, tous ses descendants se sont battus les restes du cercle d'Elden et ils en possèdent tous une. Et c'est ça ou c'est autre chose, parce que c'est pas expliqué, mais ils ont tous une malédiction liée à cette rune. Voilà. Le rôle du personnage, c'est de restaurer l'ordre d'or qui a été établi avec le cercle d'Elden, donc ou réparer le cercle, ou alors on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il y a d'autres moyens, mais c'est des fins alternatives. Et on te dit, pour ça, parce qu'il y a beaucoup de PNJ, le jeu est très bavard, on te dit, il faut que tu récupères des runes qui sont les morceaux du cercle d'Elden sur les boss. Ça, c'est le scénario du jeu. Mais tout l'éclatement et tout ça, ça a provoqué des guerres, ça a provoqué des batailles, ça a provoqué des luttes fratricides. Tout ça, c'est le lore. Et c'est raconté via des descriptions d'objets. De temps en temps, tu peux tomber sur une cendre d'esprit que tu peux invoquer avec toi. Cet esprit a un nom, et ce nom, c'est une personne. Et donc, du coup, dans la description, on voit quelle est cette personne. On apprend, par exemple, dans le lore... je vais prendre un exemple de lore parce que il est aussi raconté avec les actions contre les boss, par exemple. Je vais prendre Malenia, qui est un des personnages les plus emblématiques du jeu. Bah, c'est le boss de fin ? Non, c'est le boss caché. D'accord. Et le boss le plus dur du jeu de base. D'accord. Ce boss, c'est la déesse de la putréfaction. Elle est appelée comme ça. On ne sait pas pourquoi. On apprend que dans son combat contre Radan, qui est un autre gars, elle a utilisé une éclosion pour le battre, et qu'on apprend qu'elle en avait déjà fait une autre. Bon, alors déjà, elle fait mal son taf, parce que Radan, il me semble que tu vas lui péter la gueule aussi. Hein. Bah oui, mais elle fait mal son taf. Tu vas péter la gueule d'un mec qui est pourri à l'intérieur, à cause de cette putréfaction, justement. C'est plus Radan, c'est une coquille vide, mais qui a soifé de combat toujours, tu vois. On apprend, et quand je te dis on apprend, c'est toujours des descriptions d'objets, ou alors des discussions avec des PNJ et tout. Je te dis pas à chaque fois comment, mais voilà. On apprend qu'elle avait déjà eu une éclosion avant, et on apprend après, quand on la combat, elle nous donne un objet, et dans cet objet, il est écrit que le jour où elle fera sa 3e éclosion, elle atteindra son statut de déesse. Voilà. Et qu'elle est vraiment une déesse. Et cette 3e éclosion, elle se fait pendant le combat. Et du coup, ça explique que pendant le combat, on la batte, et qu'elle a une 2e phase après l'éclosion, et que sa 2e phase soit une phase de déesse, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont expliquer le lore. Pourquoi elle a l'éclosion, pourquoi elle peut avoir de la putréfaction. Elle a un descendant, et qui a le même mal, mais est-ce que c'est son enfant, est-ce que c'est un clone, on ne sait pas, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut creuser à chaque fois pour les découvrir. Donc le lore est extrêmement dense, mais il n'est pas facile à appréhender.
pour moi, le problème de ce lore qui est pas facile à appréhender, malgré tous les PNJ, malgré tout ça, c'est que des fois, si on te dit tu dois faire ça, et vu que c'est un jeu très grand, qu'on a dit tout à l'heure, l'open world très grand, si tu as comme quête, moi par exemple, à un moment donné, je me suis perdu. Je devais aller tuer le géant de feu pour aller raviver la flamme de la forge. Ouais. Au moment où on m'a dit ça, j'ai découvert une zone. Bon, t'as compris que les zones, moi, c'est tout mon délire. Ouais. 50 heures plus tard, je me suis dit, si je retournais sur la quête principale, je sais pas ce qu'il faut faire. Du coup, je suis allé péter le géant de feu. Enfin, je suis allé là où j'avais pété le géant de feu parce que je l'avais tué. Et j'ai tourné pendant 20 minutes pour comprendre ce qu'il fallait faire. Il fallait juste que je m'assoie au site de grâce. Bon, j'ai mis longtemps avant de le capter, mais parce que j'avais oublié. Parce qu'en fait, même si les PNJ te redonnent ton but ultime, tu vas voir un PNJ, il te dit fais ça. Il te le dit pas texto, il te dit pas va t'asseoir à machin. Tout. Donc, le but, pour moi, ça manque d'un journal de quête. Ah oui, voilà. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, c'est une volonté de leur part de pas faire de journal de quête. Oui, encore une fois, c'est absolument pas réfléchi. Donc. Si, justement, c'est réfléchi. Et c'est une volonté de leur part. Leur volonté, c'est que ton aventure, elle dépende de tes actions et pas de quelque chose que tu vas noter, que tu vas faire, que tu vas pas suivre une liste de tâches. Tu vas vivre l'aventure de manière organique. C'est-à-dire que les PNJ ont des quêtes, tous, mais ces quêtes, ils ont leur vie. C'est-à-dire que tu la fasses ou pas, ils vont se déplacer. Alors, ils vont se déplacer différemment si tu as fait la quête, ou pas, mais ils vont toujours être sur ton aventure. Tu peux les trouver. Seulement, toi, tu vas à la foire et tu vas te dire, il y a ça, et j'ai eu ça, avec lui, il m'a donné cet objet. Mais si tu avais fait les choses différemment, tu aurais eu un autre objet, tu vois. Et ça, tu peux le savoir que si tu résous la quête complètement. Mais pour résoudre la quête, il faut chercher, il faut essayer de les trouver, les PNJ, parce qu'ils te disent où ils seront, ils te donnent un indice à chaque fois sur la suite de la quête, où est-ce que tu dois les trouver. Et ça, c'est galère si tu n'as pas de journal. Et en même temps, c'est voulu parce qu'ils ne veulent pas que tu suives une liste de tâches. Donc, je pense pas que ce soit ça, mais ok. C'est ce qu'ils ont dit, eux. Oui. Voilà, donc après. Mais c'est pareil, hein, moi quand je me foire, je vais pas dire je me suis foiré, je vais dire oui, non, mais dans le monde absolu, j'ai voulu faire ça parce que machin. C'est un des rares jeux où ils ont eu le temps de faire ce qu'ils voulaient. Et ils l'ont sorti de manière la plus aboutie qu'ils voulaient. Pour remplir l'open world, ils ont réutilisé des assets des anciens jeux et tout ça pour en faire un jeu aussi gigantesque. Oui, non, mais... Donc c'est que tous les aspects du jeu sont réfléchis. Ou pas. Si. Okay. On va passer sur le 5, qui est le gameplay. Alors le gameplay d'Elden Ring, donc le même que sur toute la série, c'est un action RPG en vue de derrière. Enfin, ton personnage, tu le vois. Et en fait, il est très rigide. Pour le coup, je suis pas d'accord. Moi, je le trouve plutôt souple. Non, mais certes, mais c'est pas, on contrôle pas ce rat. Encore une fois, d'accord, ok. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est rigide. C'est rigide dans l'idée où ça emprunte énormément à Monster Hunter, le gameplay. D'accord. Ça emprunte. En gros, l'idée, c'est que dans tous les jeux, quand tu vas frapper avec une épée ou quoi, t'as 3 phases. T'as la phase d'anticipation, qui est l'animation de lancer de coups. T'as la phase active, du coup. Ouais. Et t'as la phase de récupération, du coup. Ouais. Donc, dans un jeu comme Kingdom Hearts, tout ça, ça se fait en 1 seconde. Oui. Même pas. Tu vois et tu peux comboter, tu peux cancel tous tes coups par des roulades ou des parades. Voilà. Dans Elden Ring, tu peux pas cancel. Ah non, ça non. T'as lancé un coup. Tu dois attendre que ça termine. Les trois actions. C'est ça. Voilà. Et suivant l'arme que tu as, ces phases sont plus ou moins longues. Donc du coup, ça demande un engagement. Si tu as une grosse épée, j'imagine que c'est ce que tu as fait. Oui. Et je dis j'imagine alors que je le sais. Oui. Voilà. Quand tu vas faire un coup, il va se passer plusieurs secondes. Le mec va pas se relever derrière, mais il s'est passé plusieurs secondes. Ah oui, par contre, s'il est assez rapide, il m'en met plein un tronche. Oui. Voilà. Mais s'il a pris le coup, généralement, il est tombé. Voilà. Parce qu'une épée de 300 kilos, généralement, c'est ça que ça fait. Tu vois. Même un gros boss, dans tous les cas, ils subissent les dégâts sur les trucs. Et en fait, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce jeu, et dans tous les Souls, et dans Monster Hunter pour moi, c'est que chaque coup est engageant, et donc du coup, tu dois réfléchir à ton positionnement, tu dois réfléchir au positionnement de l'ennemi, à quel moment je peux faire une attaque. Donc tu es obligé d'observer ton adversaire, et de savoir quand est-ce que les temps sont disponibles pour frapper. Non, mais d'accord, mais... oui, mais ça en fait pas un bon jeu. Si, du coup. Et donc, du coup, ça, c'est réussi. Le système de combat de ce jeu, c'est ce qui fait sa popularité.
Après, c'est ça qui fait aussi cette difficulté. Mais, encore une fois, les jeux n'ont jamais été designés pour être difficiles, ils ont été designés pour rendre un sentiment agréable quand tu combats et que tu dépasses un obstacle. Le combat est pas agréable. Oui, bah ça c'est pour toi. Mais généralement, les gens, quand ils apprécient, ils trouvent que le combat est agréable. Moi, je trouve que le combat est agréable. Oui, mais toi, on pourrait te faire plein de choses avec du verre pilé, tu trouverais ça agréable. Non, il est agréable. Le jeu est bien fait, il est bien ficelé. Après, que t'aimes pas ce style de combat, ça se comprend. Tu peux ne pas apprécier. Tu peux ne pas apprécier que si le mec il fait une roulade, il a esquivé ton coup et tu peux rien faire derrière parce que t'as le temps de récupération. Tu peux ne pas apprécier. Mais non, mais ça me gêne pas. C'est normal aussi. Attends, je suis là-dessus. Non, c'est pas ça. C'est juste que le truc n'est pas agréable. Je suis désolé. D'habitude, moi, faire le bourrinou et taper ou m'en prendre plein la gueule parce que j'ai loupé mon coup, hein, ça arrive aussi. Ah bah oui, plus souvent que j'imagine. Plus souvent d'ailleurs que de toucher. Ça me gêne pas. Ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui me gêne quand je joue. Mais le truc, c'est que ça passe pas, c'est pas agréable. Alors, tu vois, il a pas le problème de ce que je disais de Skyrim, mais en plus, il est ultra précis comme jeu dans tes coups à toi, parce que c'est des boss, on pourra en reparler. Bah en fait, tout est précis, c'est juste que la caméra, elle déconne, et que, moins sur Elden Ring, mais avant, il y avait des problèmes de hitbox. Ouais. Mais il y en a pas sur Elden Ring. Enfin, il y en a, mais pas autant. Et de frame, parce que, alors, toi, tu l'as fait tard, moi, je l'ai fait très tôt. Oui, moi j'ai eu tous les correctifs. Moi j'avais pas les correctifs et il y a des fois les mecs ils te faisaient des attaques plongeantes, bon bah tu fais très bien, je vais faire un élégant petit pas de côté pour éviter. Élégant. T'es plus dans son truc, et d'un coup mais tu sais pas comment c'est possible. T'as pris un coup. Il décale en fait. Ah oui. Il se décalait d'un coup. Ah oui, mais ça en oui. l'air. Et là tu faisais mais quoi? Et non. Après là on part sur un bug qui a été corrigé, donc voilà, c'est normal. Il y en avait pas qu'un qui faisait ça, ils faisaient tous plus ou moins ça. Ouais. Il y a des alors c'est normal, c'est pas normal que ça fasse ça. Il y avait, je sais pas si c'est le cas encore, mais d'énormes problèmes de hitbox. Pas tant. Plus maintenant ? En tout cas avant il y en avait énormément. Énormément, je pense que t'abuses parce que ça n'a pas été le point le plus soulevé sur Elden Ring à sa sortie. Ah oui, parce que les gens ne savent pas comment marche une Xbox. Et ne savent pas ce que forcément. Je suis désolé. Pourquoi je me posais la question ? Non, je suis désolé. Quand le mec... Et il y a des fois, je l'utilisais pour mon avantage. Hein. Le problème de Xbox ? Ouais. Quand je sais que le mec, là, or que je vais pas le toucher, mais que le fait qu'il va avancer, même si je ne le touche pas, à lancer mon coup maintenant... Je vais faire comme si je le touchais je vais lui toucher le bout du kiki avec le bout de mon épée. Et ça marche. Et ça marchait. Or qu'aujourd'hui, clairement, dans ce que tu m'as montré quand t'es venu essayer de me reconvaincre, etc., clairement, je peux plus le faire, d'après ce que j'ai vu avec les mises à jour. Donc il y a eu des correctifs. Il y a eu des correctifs. Après, je pense pas que je puisse te réencourager parce que t'es trop de mauvaise foi avec ce jeu. Donc du coup, c'est compliqué. Sur la conclusion, je te dirai pourquoi, mais ouais, vas-y. Donc du coup, en termes de gameplay, on a énormément de possibilités à faire dans ce jeu. Il y a énormément de... Il y a énormément de possibilités parce que tu as différentes épées. Au corps à corps, tu as des épées rapides, des épées lourdes, des épées... t'as des doubles épées, t'as des dagues, t'as des trucs comme ça c'est pour le corps à corps. Tu as des arcs, tu as des arbalètes, tu peux utiliser des sorts, il y a plein de différents types de sorts. Et tu as aussi, et ce qui est fantastique dans ce jeu, et qui est donc du coup tiré de Dark Souls 3, il me semble, c'est les cendres de guerre qui sont une compétence spéciale pour chaque arme. Et je dis chaque arme, mais c'est pas tout à fait vrai. Les armes uniques, elles ont une compétence spéciale, et les autres, mais par exemple, toutes les dagues, elles ont la même compétence et tout ça. Tu peux trouver des compétences et les associer à tes armes pour faire justement des combats. Des attaques spécifiques sur chacune arme. Et en fait, tu peux porter plusieurs armes à la fois. Donc, tu peux switcher en combat d'armes et donc de pouvoirs. J'avais complètement oublié que tu pouvais switcher d'armes. Mais gars, depuis tout à l'heure, la seule chose que tu me dis, c'est que tu as fait que fracasser avec une grosse épée. Et je pense que les 3/4 des systèmes de jeu, tu les as pas compris. Oui, parce qu'on te les explique pas. Donc c'est possible aussi. Mais tout ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités pour chaque affrontement de pouvoir te débrouiller. Tu peux porter un bouclier si tu veux te protéger. Tu peux ne pas porter de bouclier. Tu peux prendre les armes à 2 mains qui va augmenter de 50% ta force. Et ça, c'est expliqué. Oui. Voilà. Et en fait, le jeu, mais qui te laisse sans défense.
Tu peux te protéger avec l'arme que tu tiens de main, mais c'est beaucoup moins efficace qu'un bouclier. Oui, mais ils te disent aussi que si tu prends une épée dans chaque main, par exemple, tu vas faire plus mal. Mais tu peux pas te protéger. Si tu peux pas te protéger, oui. Si t'as une épée dans chaque main, tu vas tu vas te protéger avec l'épée de gauche, mais du coup, chaque arme, elles ont des stats, et plus t'as de stats de garde, plus tu... Oui, mais tu vas en prendre plein la tronche. Et donc voilà, tu te protèges pas en fait, faut juste esquiver. Les stats chaque arme a des stats spécifiques à atteindre pour les utiliser, et si tu mets les bons points dans les bonnes stats, tu peux utiliser l'arme ou pas, voilà, tout simplement. Et donc du coup, là où ça fait la différence de build, depuis tout à l'heure on parle de build, mais c'est ton équipement et ton style de jeu. Là où ça fait la différence, c'est que tu as des armes qui vont avoir besoin, une épée par exemple va avoir besoin d'intelligence, là où une autre elle va avoir besoin de force, et donc du coup si tu fais que de la force, tu pourras pas utiliser les armes d'intelligence. Non mais ça c'était peut-être le seul truc où les stats avaient donc une importance, parce que après en termes de rendu en termes de combat, je trouve. Alors les stats tu vois, on va faire un encart stat vite fait. On a la vie, l'endurance, la force, la magie. La magie, c'est la foi. Non, la magie dans le sens où ton pool de mana. Ah d'accord, ouais. Voilà. Les MP quoi. Voilà, c'est ça, les MP. Après, t'as force, dextérité, t'as intelligence, foi, ésotérisme. C'est pas la foi Ah non, ouais. Et il me semble qu'il y a une... Ah non, c'est ça. C'est ça. Il y a 8 stats, mais là, je sais pas si je les ai toutes citées. Enfin, bon, peu importe. Ces stats, les PV, ça va monter tes PV. L'endurance, ça va monter le nombre de coups et de coups que tu peux recevoir et que tu peux donner. Le nombre de roulades que tu peux faire. Parce que chaque action consomme de l'endurance. Ce qui fait que ça engage aussi, à chaque fois que tu vas frapper, tu peux pas bourriner parce qu'au bout d'un moment tu peux plus frapper, il faudra repartir en arrière pour essayer de récupérer ton endurance. Oh mais ça pour le coup c'est bien fait. C'est les stats normales. Mais tu vois, ça c'est un truc où effectivement je trouvais bien fait, parce que tu peux pas, comme tu le dis, c'est pas Kingdom Hearts, ou Kingdom Hearts tu martèles ta croix et ton mec il tape. Non, là ton coup tu dois le penser. Et donc du coup avec ces stats on a les armes qui peuvent monter en niveau. Et monter en niveau une arme, ça te permet de monter son modificateur de stats. Oui, son amplificateur de force ou d'intelligence. Donc, plus une arme est haute, plus sa force principale, sa stat principale va être forte. Mais en fait, elle n'est pas forte. Elle a des stats de base qui vont augmenter, bien sûr. En fait, ce qui va être fort avec, par exemple, le rang S plutôt que le rang D, il me semble, ou E, je crois que c'est E le minimum, c'est que plus on est proche du S, plus ta stat à toi de force, de dex, de peu importe ce que tu as mis, va avoir de l'importance dans ton truc. Donc si ton arme est rang S ou A, 99 en force, ça fera toujours plus que 50, tu vois. Donc c'est ça où les stats, elles ont de l'importance. Il faut pas... après, voilà, je dis des trucs parce que je connais bien le jeu, tu vois. Mais c'est vrai que de base, tu te dis, je veux faire un peu plus fort, je vais monter la force. Alors qu'en fait, ça sert à rien, parce que si ton arme, elle prend pas le bonus de force, tu peux avoir tout ce que tu veux en force, ça va rien changer. Exactement. Voilà. Et comme c'est pas expliqué... Alors, c'est expliqué. C'est juste qu'il faut chercher les infos. Non, ça, c'est pas le genre d'infos qu'il faut chercher. C'est des infos sur le système de jeu. C'est des infos qu'on doit te donner. Je sais pas, parce que du coup, c'est quelque chose qu'ils font depuis le début. Et s'ils ne l'ont pas changé, c'est parce que c'est leur volonté. Tu vois, pour l'or, je te dis pas que je suis d'accord avec toi, mais je peux entendre qu'on me dise, il faut le chercher. Parce que, effectivement, ça fait partie de l'exploration, ça fait partie de beaucoup de choses. Pour le système de jeu, je suis pas d'accord. Quand tu vas jouer à n'importe quel jeu, à un jeu de société, par exemple, je vais prendre vraiment des jeux de société, t'ouvres pas la boîte, tu dis pas, je joue. Non, tu lis les règles. On t'explique ce à quoi concerne et comment faire les choses. On t'explique comment tu dois faire ta mise en place. On t'explique comment va se dérouler une phase de jeu. On t'explique comment va te dérouler la suivante et à quel moment tu reprends, tu boucles ou non. Je t'ai montré comment on avait les infos sur toutes les stats et tout. Oui, tu me l'as montré. Et ça explique tous les systèmes de jeu. Oui. C'est juste que, comme je te dis, ils te le disent pas de base. Il faut que tu ailles dans le menu et que tu cherches. Il faut attendre une mise à jour aussi encore pour... Non. Mais je pense que là où c'est intéressant et où en même temps ça peut ne pas l'être, c'est qu'il faut expérimenter. Il faut essayer, il faut trouver des trucs, il faut comprendre les systèmes, comment ils fonctionnent. Oui, mais c'est nébuleux. Mais après, tout le jeu est nébuleux, donc tu peux pas râler sur le côté nébuleux. Ton menu est nébuleux. Mais tout est nébuleux, c'est le jeu, c'est comme ça. Oui, c'est pour ça que c'est pas un bon jeu. Enfin, que c'est pas un bon jeu, mais que c'est pas le jeu du siècle. Alors, c'est pas parce que toi tu trouves que c'est mal fait que c'est pas le jeu du siècle. Un jeu qui ne t'explique pas ses règles,
ou qui fait même en sorte que ces règles soient dures à trouver, c'est foiré. Mais non, c'est pas foiré, parce que là, pour le coup, c'est comme ça. Bah non, c'est un jeu qui te dit, j'ai pas envie de jouer avec toi. Alors non, c'est pas vrai. Et encore moins, parce que du coup, quand tu te découvres et quand tu comprends, tout ce que tu peux faire dedans, c'est être que meilleur, tu vois. Tout le temps. Alors tu peux être meilleur dans le système de combat, dans la compréhension de ton personnage et dans comment fonctionnent les armes. Et c'est comme ça que tu fais pour être bon. Mais il faut avoir la curiosité d'essayer, il faut tout tenter. C'est nébuleux, mais ça reste quand même là et faisable. Tu peux lire les stats et on t'explique que ce bonus-là va monter de temps tes trucs. En fait, tous les systèmes, quand tu équipes un équipement, tu vois ce que ça va changer sur tes stats. Oui, non, mais merci, je sais jouer à un jeu de rôle. Non, mais pour te dire que tout est visible, en fait. Tout est visible. C'est pas caché. Il n'y a rien de caché. Il n'y a aucune stat cachée. Non, il n'y a aucune stat cachée. Il n'y a rien de caché. Effectivement. Et oui, on te dit... C'est juste qu'il faut chercher. Mais justement, le problème, il est là. Tu me dis, je dois chercher mes récompenses, je dois chercher ça, je dois chercher mon lore. Je te dis d'accord. Je te dis ok. Ça, c'est des choix pour le coup entendables, défendables surtout. Mais quand tu me dis, je t'ai caché la règle du jeu, maintenant démerde-toi pour jouer. Ouais, mais après c'est un jeu vidéo, donc tu testes et puis il y a pas de punition à louper, donc Ah ben excuse-moi, il y a pas de punition à louper dans un From Software me dire ça. Il n'y a pas de punition, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Après, soit t'es comme moi et t'es particulièrement opiniâtre et t'as du temps à te faire voler, soit tu l'es pas, et ce que je peux entendre, parce qu'on arrive à des âges où on a du travail, où on a une famille, où en fait la moindre minute devient importante. Non, mais alors, ça, c'est encore une autre idée de comment tu consommes le jeu vidéo. Là, moi, je parle que de ce jeu-là, et pas de toi, comment tu vas l'aborder. Donc, dans ce système-là, ça fonctionne, il faut essayer, il faut expérimenter. Si t'as pas de temps à perdre pour faire ça, joue à un autre jeu. Ah oui, non, mais là-dessus, on est d'accord. Alors c'est tout. Du coup, si le système en lui-même te plaît pas, et que tu trouves que c'est nul, joue à un autre jeu. Je t'ai pas dit que c'était nul. Je t'ai dit que c'était raté. C'est pas nul. Et du coup, c'est pas raté. C'est juste que c'est pas pour toi. Je suis désolé. Un jeu, encore une fois... Non, mais on va pas boucler pendant 2 heures sur ça. On va pas boucler pendant 2 heures. Parce que là, bon, voilà. Après, on n'avance pas et tu râles. Dans le gameplay, il y a aussi la part importante des boss. Tous les boss, du coup... si on évite ceux qui sont doublés, on va dire. Les boss uniques. Voilà, tous les boss ont des patterns différents, ont des styles différents, ont des tailles différentes, ont des éléments différents, plein de trucs différents. Du coup, ça fait que chaque rencontre, normalement, si c'est pas doublé, est unique. Chaque moment contre un boss, ou alors une rencontre de base dans le comment c'est dispersé dans le jeu, chaque rencontre, chaque boss est unique, est une occasion d'avoir une rencontre unique et donc une situation différente. Le gameplay, je vais boucler avec un truc qui était sur l'open world. Une des forces du gameplay de l'open world avec les boss et tout ça, c'est que 90% de son contenu à Elden Ring, c'est annexe. Tu peux finir le jeu en tuant 10 boss. Ouais. Il y en a 157 dans le jeu. Ouais, mais voilà, ça, pour moi, ça, c'est un problème. Pas vraiment, encore une fois. Parce que justement, ça te permet de vivre ton aventure unique un peu. Oui. Tu vois, tout le monde ne va pas... Effectivement, la différence entre... Alors, voilà, là, on est sur quelque chose où, effectivement, peut-être que là, je peux l'entendre et qu'on peut me dire, ouais, mais Elden Ring, c'est une expérience unique. Et là, en revanche, à part dire oui, je peux pas dire grand-chose d'autre. Parce moi, ce qui me tue, c'est que les mecs, ils ont... Final Fantasy VII... Tout le monde aura le même truc. C'est pas que tout le monde aura la même expérience, parce que l'expérience se fait aussi en fonction de la perception, mais globalement, si je te dis j'ai fini FF7, que tu me dis moi je l'ai pas encore fini, j'en suis là, je sais ce que t'as affronté. Oui, bien sûr. Alors que Elden Ring, après bon, c'est pas... Si je te dis je suis au géant de feu, ça t'avancerait je sais pas ce que t'as fait avant. Exactement. Mais ou pas d'ailleurs. Alors, j'ai fait ou pas. Ça peut être une force, ça peut être une faiblesse, je sais pas, parce que me dire que FF7
je sais que c'était pas ton voilà, c'était pas et puis c'était pas ton propos, mais pour dire que moi j'aime bien ce que FF7 propose, FF7 original. Oui, on en reparlera plus tard, ça. Et j'aime bien ce qu'Elden Ring propose. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que c'était optionnel, parce qu'il a fallu que je m'en rende compte, quand j'ai commencé à rusher les NG+, et que j'en étais à ma 6e, et que je me suis dit, mais en fait, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Et j'ai vu le nombre de boss que j'étais obligé de tuer, je me suis dit, mais il y en a moins de 10. En fait, j'ai fait 150 heures la première partie, alors c'est terminé en 6 fois moins, tu vois, c'est vraiment... Et je trouve ça bien. Ce qui me fait plaisir dedans, c'est de se dire que les mecs, ils ont mis énormément de temps et de talent et de boulot dans des trucs que des joueurs ne verront pas, alors qu'ils ont fini le jeu. Tu vois l'idée ? Bah, c'est super triste. Mais alors, c'est triste. C'est super triste. C'est quand même incroyable de proposer ça. Quand je fais une proposition hyper chargée avec plein de trucs à voir, à découvrir et machin, et qu'au final on me dit, enfin, je fais ça et qu'on me dit ouais, mais je suis pas obligé de faire tout ça pour arriver à la finalité. Je trouve ça hyper triste. Mais alors, ce qu'il faut que tu comprennes encore une fois, c'est que est-ce que tu le savais, toi, que 90% de son contenu était optionnel ? Oui, quand j'ai vu le nombre de boss que je pouvais encore aller faire. Oui, mais non, tu l'as vu quand tu l'as appris après. Quand tu as joué au jeu, tu te disais pas, je suis en train de faire un truc optionnel. Mais quand je jouais au jeu, je ne savais pas ce que je faisais. Donc ça veut dire que tu t'es pas rendu compte que c'était optionnel. Et pourquoi je le faisais ? Oui, mais ça c'est parce que tu suis rien, toi. Non, mais en fait, il y a aussi ça. Quand t'en es à un stade où tu dis, je ne sais pas pourquoi je vais là, je ne sais pas qui je tape. Je sais qu'il s'appelle denrée Ça c'était la phase de lore. Hein. T'as déjà râlé suffisamment sur le lore. Non, mais justement, cette façon de faire le lore qui pour moi ne me parle pas, et je le dis, c'est très personnel encore une fois. Là pour le coup, je comprends que toi tu te reconnaisses pas dans ce que je vais te dire là, qui pour moi ne me parle pas et pour moi est un échec. C'est pour moi que c'est un échec. Découle fatalement parce que je connecte deux neurones. Je me dis mais en fait comme je ne sais pas où je vais, aucune implication. Comme je n'ai aucune implication, ça t'ennuie. Non, c'est pas que ça m'ennuie. Bah oui, je suis pas obligé de le faire, ça. Je pourrais faire totalement autre chose, en fait. Après, ça, tu savais pas que t'étais pas obligé de le faire. Non, mais en fait, en me connectant, quand t'arrives à zéro implication, parce que le lore est ultra dilué, machin, et que tu connectes deux neurones, tu dis, je sais que rien n'est obligatoire. Ouais. T'arrives à un truc où tu te dis, je suis à 90 heures, et rien n'est obligatoire, donc rien n'a de sens. Ça n'a aucun sens. Et comme ça n'a aucun sens, que je tue lui ou non, ça ne change rien. Donc en fait, parce que la présentation du lore est comme ça, parce que comment tu le chopes, etc., c'est aussi comme ça, quand tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, en fait, et pour le coup, c'est peut-être très bien fait, mais comme ils n'ont pas voulu m'impliquer dedans, effectivement, il n'y a rien d'obligatoire, je suis pas impliqué, je ne sais pas pourquoi je vais taper Radan, ça tu vois, c'était un aspect du lore, du coup. Oui, mais c'est bien ce que je te dis. Donc c'est pas un des prochains points que je vais aborder. D'accord, oui, non, mais c'est alors ok, mais c'est l'impact du lore sur le gameplay. On refait un encart, le lore... ce que tu dois faire, il t'a expliqué. Mais il faut que tu parles au PNJ. Oui, mais c'est l'impact. En fait, si tu veux, mais je comprends. Là, et pour le coup, ça c'est très réussi. L'impact du lore sur le gameplay. Ça, Elden Ring, en revanche, je pense que c'est à la fois une très grande force et à la fois sa plus grande faiblesse. Parce que, comme ton lore, il est ultra dilué, sur ton gameplay, t'as pas d'implication non plus. Parce que si c'est brandir une épée et taper tout ce qui bouge et faire de la prédation comme je le fais maintenant sur ma partie, mais en fait, pas pour autant que j'ai repris. Non, mais en vrai, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que l'or est gigantesque, mais qu'il n'est pas facile d'accès. C'est que
pour savoir ce que tu veux faire, il faut lire des descriptions d'objets, il faut parler à tout le monde et tout. Et là, tu t'impliques. Par exemple, tu as le manoir. Et parler à tout le monde, c'est compliqué parce que j'ai pas croisé grand monde. Il est peu que tu croises, il y a des chances de les latter. Parce que tu peux tuer tous les PNJ. C'est vrai ? Oui. Ah, donc du coup, il est possible que certaines personnes étaient gentilles et tu les as frappés. Tu vois, et du coup, si tu les frappes, c'est agressif. Pas sur la première frappe, mais sur la deuxième, oui. Ah ouais. Ouais. Et tous. Ceux qui m'agressaient pas, ceux qui t'agressaient pas, je les ai jamais agressés. C'est si le mec, je le voyais arriver et commencer à lever ses bras ou brandir une hache, j'ai fait bon attends. Je vais te dire des chiffres, tu vas péter des câbles. Il y aura plus de 40 PNJ dans le jeu. C'est vrai. Et ils ont quasiment tous une quête annexe. Sérieux ? Oui, c'est vrai. Et parce que je sais pas, j'ai dû en croiser une dizaine même pas. Mais oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est 40 PNJ sur la taille de cette map. Non, mais c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus que ce qu'il y avait avant dans les autres jeux. Mais encore une fois, il y a du lore, il y en a, c'est juste qu'il est pas facile d'accès. Tu vois, c'est ça. Tu peux savoir qui est Radan quand tu vas lui péter sa gueule, comme tu peux ne pas savoir du tout. Ouais, en fonction de où t'es passé, en fonction de qui t'as croisé, qui t'a expliqué qui était Radan, tu vois. Pareil, quand t'arrives à l'académie de Raya Lucaria, tu pètes la maîtresse des lieux, Renala. Tu peux savoir qui c'est, ou tu peux ne pas savoir, en fonction de où t'es passé, si t'as lu tous les items que t'as eu sur le moment et tout. C'est pour ça que je te dis, il est pas facile d'accès. Moi, j'ai juste mis mon épée dans la tronche, mais sans savoir pourquoi. Hein. Et en plus, c'était bizarre, parce que t'étais sur un lac, il y avait une lune, c'était bizarre. Ah non, ça, moi j'ai trouvé ça, pour le coup, j'ai trouvé joli, mais pas bizarre. Oui, mais pourquoi, alors que t'étais dans une académie ? Et pourquoi pas ? En fait. Bah oui, mais voilà, donc du coup, si tu te poses pas les questions... Mais ce jeu ne Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est que si tu fouilles pas, tu peux pas comprendre pourquoi. En fait, il y a un personnage qui t'a mis une illusion à ce moment-là. Mais ça, tu peux pas le deviner. Je peux pas le deviner, mais surtout, au stade où j'en étais avec ce jeu, quand bien même on viendrait me le dire, pourquoi il me mettrait une illusion ? En fait, ce jeu, il faut que tu t'impliques toi. Mais t'attends pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, moi, je l'ai fait, l'implication. J'ai acheté le jeu, j'ai mis 80 balles dedans. Mais c'est pas une application comme ça. Attends, je suis désolé parce que c'est une application. T'es en train de dire que si t'achètes le jeu, il te doit quelque chose. Un minimum quand même. Non. Au moins te faire sentir quelque chose, quoi. Et le problème... On en viendra sur la fin. Pour revenir sur la partie gameplay... boss et tout ça, il y a une grosse composante multijoueur. Multijoueur. Moi, je l'utilise jamais. Sur tous les Souls et tout. Cette composante multijoueur, je l'utilise jamais. Sur ma première partie. Après, je l'utilise. Parce que, en fait, on a une idée de... Et c'est toujours justifié dans le lore qu'il y a d'autres gens qui existent autour de toi, mais pas sur ton plan de réalité, tu vois. Il y a d'autres gens qui vivent leur aventure. Et en fait, leur aventure peut t'impacter toi. Tu peux laisser des messages sur le sol pour parler avec les gens. Limité dans les caractères, parce que sinon tu peux insulter n'importe qui, tu vois. Donc, limité, tu peux choisir des mots qui vont s'agencer et ça va faire un message. Voilà. Quand tu meurs, tu laisses une tache de sang sur le sol. Et cette tache de sang, si tu la regardes, tu vois où les gens meurent et comment. Enfin, tu vois juste eux mourir. Donc tu peux les voir tomber, se battre et mourir. Donc tu te dis peut-être qu'il y a un ennemi dans le coin, tu vois. Tu les vois tomber comme s'ils étaient dans un piège, ce genre de truc. Ça, c'est un aspect du multijoueur. Ouais, il y a un moment, je me suis demandé si les gens se suicidaient pas. J'ai vu des gens sauter de la colline. Alors, il y a des gens qui sautent de la colline parce que, et ça c'est très rigolo, tu peux laisser des messages pour donner des indications aux gens. Ouais. Et tu peux leur dire, par exemple, qu'un mur est un faux mur et que tu peux taper dessus. C'est un mur illusoire. Tu tapes dessus, mais tu peux troll. Tu peux dire, il y a un mur illusoire, et en fait, non. Personne va, tu vois. Il y a juste que quand tu vas dire... explique pourquoi les gens se suicidaient. Eh ben, il y a des gens qui laissent comme message, essayer saut, trésor. Donc du coup, tu sautes, tu meurs. Il n'y avait pas de trésor. Moi, j'ai un pote qui a vu ça, il a essayé 2 fois avant de comprendre que c'était un troll. D'accord. Parce qu'il ne pensait pas une seconde que ce message était laissé par quelqu'un. Ah mais si, ça j'avais bien compris moi que c'était... Ouais, voilà. Bah, tu peux troll ou tu peux donner des vraies indications. D'accord. Et ça participe à ce concept de personnage. Tu as de multijoueur. Tu as des anneaux qui vont te permettre d'envahir des adversaires ou de te faire envahir. Tu peux jouer en coopération. Si tu joues en coopération, quelqu'un vient avec toi pour t'aider pour une partie de quête et jusqu'à ce que tu aies tué le boss de la zone. D'accord. Tu as un risque que quelqu'un vienne dans ta partie te péter la gueule.
si tu joues en coopération. Si tu joues tout seul, même si t'es en ligne, t'as aucun risque que quelqu'un vienne te péter la gueule. Alors moi, c'est drôle parce que là-dessus, j'avais pas compris que j'avais activé le mode coopération ou machin. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu pour essayer de me péter la tronche. Bon, il est reparti les pieds devant le mec. Hein. Mais t'étais en coopération ? Bah ouais, j'avais pas compris que j'étais en coopération. Et après, donc j'ai désactivé. C'est parce qu'on t'a appelé. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, tu peux activer le fait de si quelqu'un a besoin de toi, tu viens. Donc tu peux marcher et d'un coup tu te fais téléporter dans un autre monde. Oui, bah c'était ça. Voilà. Et en fait ça te donne des récompenses. Et des récompenses qui sont très intéressantes parce que ça te donne des arcs runiques qui te permettent d'activer les runes et d'avoir des power-ups de taré. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai activé ma première rune en fait. Voilà. Et pour le coup, j'avais pas compris. Mais moi j'avais pas compris. J'avais dit bon bah ok, c'est cool, j'ai trouvé des trucs, voilà, pour une fois. Et puis d'un coup, je me fais envahir. Il y a un mec qui vient. Je fais, ah tiens, bah il y a un autre joueur. Ok, il y a un chevalier, c'est un samouraï d'ailleurs, et qui commence à me taper dessus. Il était rouge. Ouais. Donc je fais une roulade, je me heal, et le mec, je vois qu'il me lâche pas. En plus, c'est pas comme les autres monstres où tu peux les distancer. Ouais, bien sûr, je vois que le mec, il me lâche il pas. insiste, quoi. Je fais, bon, bah, c'est son job, hein. Bah, c'est ça. J'ai sorti mon épée, il est reparti les pieds devant. Et en fait, je fais, mais non, mais ça va être chiant, parce que ça, c'est pas machin. Donc, j'ai regardé Ennemi Rouge, machin, sur Internet. Donc voilà, merci, parce que heureusement qu'il y a Internet. Bah, le jeu te l'explique. Ben non, mais j'avais pas compris, moi. Donc, c'est peut-être que quand ça s'est affiché, t'as peut-être skip, et puis après t'as oublié, encore une fois. Ou j'ai oublié, ou voilà. Et donc je fais, ah, mais d'accord, ok. Donc je fais, et donc je suis allé chercher comment désactiver. Parce que je voulais pas que quelqu'un vienne sur ma partie, quoi. En fait, personne ne peut venir sur ta partie si t'as personne dans ta partie pour t'aider. Si tu joues tout seul en ligne, personne t'envahira. Par contre, si t'invoques un de tes potes ou quelqu'un pour aller tuer quelqu'un, là, quelqu'un peut t'envahir. Non, mais c'est bon, j'ai arrêté. Moi, il y a une quête annexe qui te demande d'envahir des gens. C'est vrai ? Ouais, pas forcément de les tuer, mais de les envahir. Bah, pour essayer le système, quoi, tu vois. Ouais. Et la quête est très récompensée. Enfin, t'emmènes à un boss secret et tout, elle est vraiment cool. Et... Je crois que je l'ai faite. Bah, maintenant, t'es plus obligé de la faire, t'as d'autres options. Mais moi, à chaque fois que je la fais, j'envahis des gens parce que c'est rigolo. Et je tape des 1v2, 1v3, tu vois. Donc, je me fais rouler dessus des fois. Des fois, j'éclate tout le monde, je suis content, tu vois, c'est rigolo. Parce que tu sais. Mais là, je fais un jeu de combat, je préfère me poser sur ton canapé et te péter la gueule à Dragon Ball. Mais le PVP, c'est un truc dans le jeu. Ouais. J'ai fait un truc encore plus drôle. Et vraiment, c'est une histoire vraie. Hein. Je me fais téléporter pour aider quelqu'un. Ouais. J'avance, c'est l'Académie Raya de Caria. Il y a un moment où ça fait une sorte de carré comme ça, juste avant d'arriver au boss de fin. Oui. T'as un carré comme ça. J'arrive dans le carré et je vois un mec qui m'attend. Rouge. Et je vois deux mecs blancs, qui sont censés être mes potes, qui sont assis sur le côté. Ouais. En fait, les mecs, ils organisent des fight clubs. Et moi, je suis arrivé, et je sais plus si j'ai gagné ou pas, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le mec, il fait des postures pour te dire, on lance le combat, tu peux faire des émotes pour communiquer. Et le mec, il fait des émotes comme ça pour me dire, on lance le combat. Et moi, je vois les mecs qui sont là en train de me regarder. Je me dis, oh, mais on déconne, c'est quoi ce truc ? C'était trop rigolo. Et du coup, je sais plus si j'ai gagné ou pas. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de tomber là-dessus. Je me dis, putain, mais les gars, ça déconne, vous êtes énormes, quoi. Donc, tu vois, l'aspect multijoueur, c'est encore un autre aspect du jeu. On peut accrocher, on peut ne pas accrocher. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis plus sur la partie solo. Mais je trouve que le fait que ça existe, ça renforce encore plus l'implication des joueurs dans cet univers-là, tu vois. Pour ceux qui ont accroché la proposition, je parle. Hein. Ça fait que le jeu, il vit à travers le jeu. Et au-delà du jeu. Tu vois ? Par tous ces joueurs qui font ça. Oui. Et je trouve que c'est quelque chose de beau. Mon 7e point, je me rappelle plus. Prochain point, la direction artistique. Là, tu vois, on va toujours dans le plus haut. Hein. T'as pas besoin de t'arrêter là-dessus. Elle est magnifique, elle est géniale. Là, même moi, je le dis. Mais en même temps, c'est Berserk. Bon voilà, j'ai besoin de m'arrêter là-dessus parce que c'est pas que Berserk. Mais sinon, le jeu est beau. Il est vraiment très beau. Magnifique. Enfin, pas techniquement, mais en termes d'artistique, de direction artistique, il est beau. Il y a des panoramas de fou. Il y a des châteaux qui sont extrêmement. Et je vais pas parler du level design et j'en parlerai pas dans ce truc. La DA est très belle. Mais ça, là-dessus, il y a rien à dire. C'est un point que je veux pas aborder parce que je n'ai pas parlé dans le gameplay, mais les donjons
sont extrêmement bien. Mais en fait, il faudrait que je fasse une chronique complète sur le level design des donjons de Souls. Parce que ça dépend, parce que les donjons qui sont outre les catacombes... Non, les gros donjons. Les gros donjons qui correspondent unique. Voilà, qui correspondent à un peu ce qu'on trouvait justement dans les Souls, qui étaient des niveaux dans les Souls. Ces donjons-là, c'est extraordinaire, mais il faudrait que j'en parle pendant des heures. Donc du coup, la DA est incroyable, il y a des lacs, il y a des montagnes de lave avec du feu, t'as une ville qui est dans les nuages, dans une tornade, t'as un champ enneigé qui est dégueulasse. Ah oui, voilà, y a le champ enneigé, ouais, il est dégueu. Non, toi tu penses à là où il y a les géants qui sont morts et tout. Oui, c'est ça. Moi je pense à l'autre champ enneigé qui est dégueu parce qu'il est dans le brouillard. Ah, ok. Donc on voit rien, donc c'est dégueulasse. Ouais, ça gêne pas dans Silent Hill. T'as un arbre sacré qui est la zone justement où il y a Malenia, qui est magnifique. T'as plusieurs biomes dans cet arbre, c'est un truc de fou. Tout est beau, le chara-design des ennemis est magnifique, les boss ils ont une gueule incroyable et tout. Et pour faire ce genre de trucs, donc il y a eu des inspirations assez nombreuses. Donc la plus grosse, on l'a soulevée, c'est Berserk, qui vraiment, t'as l'armure de Berserk dans le jeu. Ouais, t'as l'arme de Berserk. C'est mon skin d'ailleurs. Ouais, t'as l'arme et l'armure, t'as l'armure de Griffith, t'as le... Ah oui, il y a celle de Griffith aussi. Bah, tu peux être... ouais, voilà, enfin, c'est pas tout à fait, mais... Tu vois, ça ressemble. Oui, mais comme le skin de Berserk, de Guts, n'est pas le vrai skin de Guts. Voilà, mais ça ressemble, quoi. T'as l'espadon de Guts. Oui, par contre, t'as l'espadon de Guts. Il y a des monstres qui sont tirés du bestiaire de Guts, et tout ça, de Berserk et tout ça. Ouais. Mais il y a d'autres trucs. Miyazaki a annoncé que lui, son inspiration, c'était les vieux jeux de rôle, type RuneQuest et tout ça. Et donc, du coup, il a aussi son inspiration là-dedans. Mais il a aussi des inspirations dans le monde réel. Et ces inspirations dans le monde réel, dans les autres jeux, par exemple, tu avais des châteaux en Écosse ou tu vois, des trucs comme ça. Là, j'ai relevé quelques lieux qui existent vraiment. Par exemple, l'arène de Maliket, un des boss de fin que tu n'as pas fait du coup, ça s'inspire du baptistère Saint-Jean de Pise. Donc la ville de Pise, qui est juste à côté de la tour, justement. Et ça a grande inspiration là-dessus. L'Académie royale de Caria s'inspire du château de Neuschwanstein. Ouais. Je ne sais pas parler allemand, mais tu as l'idée. Normal, c'est une langue de sauvage. Le sanctuaire de l'Arbre Monde, ça s'inspire de Sainte-Sophie en Turquie, la fameuse église. Ouais. Et il y a dans le jeu un moment où il y a des moulins. Ouais. Il s'appelle Dominula, le village aux moulins. Ouais. Et tu as des gens qui dansent. Ouais. Okay. Il y a une histoire sur ce truc-là parce qu'il a existé au XVe siècle, enfin entre le XV et le XVIIIe siècle, ce qu'ils ont appelé la mania dansante, une maladie où les gens étaient possédés et ils ne pouvaient pas s'arrêter de danser. Et on n'a pas trop de traces de pourquoi, mais il y a des relevés qui ont été écrits. Et un des plus gros qui est voilà. Et effectivement, il n'y a pas de cause virale ou bactériologique. Bah après, même s'il y en avait, c'est compliqué. Voilà. Et ni social et donc c'est le démon et tout. Voilà. Et la plus grosse qui a été écrite, c'était Strasbourg en 1518. Et en fait, les mecs, ils pouvaient pas s'empêcher de danser. Et dans Elden Ring, on a un village où les gens, ils dansent comme s'ils étaient possédés et tout. Enfin, c'est génial. Donc, la direction artistique, c'est quelque chose... Quand tu ouvres, on en a parlé tout à l'heure, la première chose que tu vois, c'est l'arbre monde. Quand tu sors de la zone tuto, c'est une sorte de grotte, tu ouvres une grande porte et bam, le panorama qui s'offre à ta gueule. Tu as envie de tout explorer et tu peux tout explorer. Donc, ça, c'est quelque chose de... Et effectivement... T'ouvres cette porte et là t'as la hype quand tu vois vraiment même moi ouais effectivement j'ai vu ce panorama. Bon, je suis vite redescendu et j'ai vite été déçu, mais c'est vrai que quand tu vois ce panorama avec ce jaune, ce vert, ce blanc, on peut citer ce panorama avec l'arbre monde. Tu as l'Académie, on en parlait tout à l'heure, qui est un peu, et puis en plus c'est un cycle jour-nuit, donc les panoramas sont encore différents la nuit. Oui, mais tu vois, pour ça. L'Académie, quand je suis arrivé, j'avais déjà 40 heures dans le cul, donc c'est bon, j'étais pas extasié par la magie du truc parce que je savais que ça allait rien me proposer. Bon, et du coup, l'Académie est magnifique quand t'arrives. Il y a un autre endroit que j'ai trouvé magnifique, c'est le ciel souterrain. Ouais, j'allais en parler justement. Là, c'est magnifique, effectivement. L'Académie, quand t'arrives devant, tu vois une gigantesque bâtisse et tout, et en fait, là où ça rejoint avec le level design, c'est que tout ce que tu vois, tu le parcours. Donc tu vas aller dans les toits, tu vas aller sous les toits, c'est vraiment, tout est très beau.
Et justement, à un moment donné, tu prends un ascenseur et qui t'emmène dans le souterrain. Tu sais pas quel est le souterrain dans ce jeu. Tu prends un ascenseur, tu t'emmènes dans le souterrain. Et tu te dis, bon, bah, une grotte encore. L'ascenseur est très long. C'est pas une grotte, c'est long. L'ascenseur est très très long et quand tu arrives en bas, tu as une ville avec un ciel étoilé. C'est un des panoramas. Tu n'as pas fait Farum Azula, mais Farum Azula, quand tu y arrives la première fois, tu as une ville complète dans une tornade. D'accord. Et dans cette tornade, il y a des dragons qui volent, tu vois. Juste le truc. Et toute la ville. La tronche. Ouais. Et toute la ville est bloquée dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des escaliers qui sont éclatés et suspendus dans les airs, tu vois, et qui sont en morceaux dans les airs comme ça. Et tout est suspendu dans le temps. Et au bout de ce monde, tu as Maliket, donc un boss, le boss pour aller à la fin du jeu, et tu as un boss optionnel. D'accord. Et ce boss optionnel, c'est une arène détruite que quand tu arrives dedans, elle se reconstruit comme si ça remontait le temps, et tu bats un putain de dragon à 2 têtes. Tu vois, tout est magnifique dedans. Tout est magnifique. Péter la gueule des trucs, c'est rigolo. Ah bah, et en plus, il est dur le combat. Hein. Et oui, comme les autres. Non, mais lui plus que les autres. Ça fait partie des combats les plus durs de ce jeu pour moi. Maliket aussi, c'est un combat très difficile. Et même si t'es haut level, il est difficile. J'estime qu'un combat est dur à partir du moment où même si t'es over level, tu peux quand même te faire défoncer. Tu roules pas dessus, tu vois. Et donc on va arriver au dernier point. Pour moi, le point le plus important du jeu, c'est son habillage sonore. Oui, alors tu vois, sur les 2 derniers points, je pense qu'on n'a pas besoin de développer forcément. On va développer, mais on peut pas débattre. Mais on va pas débattre parce que tu vois, les 2 points que tu viens de soulever qui sont les meilleurs, je suis tout à fait d'accord. La DA est magnifique, le jeu est somptueux et il est accompagné d'une musique qui va avec cette DA. Alors tu parles de musique et c'est important, mais moi je parle de tout l'habillage sonore. Oui, non, mais tout l'habillage sonore, parce que on a dans les Souls. Depuis le début, et pas dans Bloodborne, uniquement un doublage anglais, même pour les Japonais. D'accord. Les Japonais dans le jeu, ils ont un doublage anglais. Okay. Cette volonté d'avoir un doublage anglais, elle vient du fait que quand ils lisaient des livres d'Heroic Fantasy, Miyazaki, ils étaient en anglais. Ouais. Et ils les comprenaient pas. Et en fait, ils comprenaient à moitié. Et c'est ça qu'il a voulu retranscrire dans tous les jeux. C'est pour ça que toujours un peu nébuleux les jeux, tu vois. C'est comme ça qu'ils conçoivent les choses. Après, c'est bien ou pas, on en débat, on n'est toujours pas d'accord, donc voilà. Et je pense qu'on sera jamais d'accord. Mais c'est pas grave au final, parce que c'est une proposition, qui adhère ou pas, t'essayes, tu le sauras. Je te rejoins, c'est une proposition. Voilà. Et donc voilà, en anglais. Mais en anglais, ancien anglais, tu vois. D'accord, oui. Tous les doubleurs, c'est quasiment tous des Anglais, des doubleurs anglais. Ils sont allés doubler... Je disais que le peu à qui j'ai parlé, il y avait de l'accent anglais, quoi. Et c'est Frog Nation, le studio qui fait le doublage anglais et la traduction anglaise. D'accord. Parce que du coup, ils communiquent avec Miyazaki en permanence, mais tout le long du jeu. Pas seulement sur la fin, une fois que c'est terminé. Tout le long, donc ils se font des retours. Le mec du doublage et de la translation, la traduction... Il fait des propositions aussi. Ouais. Miyazaki a des trucs et en japonais, et l'autre il fait des meilleures formulations en anglais, et du coup il dit putain oui, ça c'est mieux que ce que j'ai fait. Tu vois. Parce que Miyazaki, celui qui fait les jeux, il écrit tous les dialogues, il écrit toutes les descriptions d'objets. Enfin, il a moins fait sur Elden Ring parce qu'il y a beaucoup plus de travail, mais il écrit toutes les descriptions d'objets, il donne tous les noms au PNJ, et il fait tout ce qui est écrit, c'est lui. Donc du coup, il faut le traduire, tout ça. Et donc les doublages sont en anglais, mais c'est pas comme Dark Souls, c'est un des rares jeux, hein. Je mets même pas Kingdom Hearts dans le tas et tout. Hein. T'entends un PNJ parler, j'ai une érection. Il y a un truc, il y a quelque chose dans le grésillement, dans le mixage, il y a quelque chose dans le son. Alors après, dans le son qui est incroyable. Mais tous ceux qui sont sensibles à ça. Je suis pas quelqu'un qui est très auditif, qui a les détails sonores. Mais là, je le dis, c'est parce que moi, je suis pas auditif du tout. C'est vraiment mon canal d'exploitation sensorielle que je vais pas le moins stimuler, mais que je vais le moins exploiter. Ça, c'est des détails. Tu vois, tu vas dans des détails que moi, là, je te le dis, je peux pas les saisir. Et c'est un détail, en fait qui va renforcer l'univers dans lequel tu es. Tu vois, le mixage sonore des voix de Dark Souls, j'ai jamais entendu ça ailleurs. Ouais, d'accord. Et je dis pas que c'est mieux. Mais ça a une proposition qui est vraiment quelque chose. En termes de sound design, les bruits des coups, des épées et tout, elles ont un bruit. Et ce bruit, c'est une récompense à chaque coup, tu vois. Les bruits des coups, c'est calculé quand tu fais un game design pour qu'il y ait un retour
sur ce que tu fais. Et plus ce bruit est intéressant, plus le retour est bien. Si tu prends Buster Sword et que tu mets un coup et que tu entends boing, bon, tu te dis, bon, c'est pas fou. Tu peux avoir un bruit d'épée, ou tu peux avoir le bruit qu'il y a dans FF7 et ça tue. mais tu vois, c'est le bruitage des jeux. Par exemple, un jeu qui est très bien, qui s'appelle Biomutant. Le bruitage des armes, il est foiré, parce que chaque coup, t'as l'impression que c'est un morceau de bois qui tape. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact sur le son. Sur l'animation, c'est parfait, mais le son, non. Si un des trucs qu'on a le plus apprécié dans Breath of the Wild, c'est son design sonore, le bruit des pas, des bouts de bois qui tombent et tout. Alors, j'ai pas fait Breath of the Wild. Donc... c'est un des aspects qui a été le plus apprécié, et parce qu'il y a un travail énorme, c'est ce sound design. Et là, c'est pareil dans les Souls. Après, c'est quasiment le même du début à la fin, tu vois. Tous les bruits, les coups d'épée, ils ont la même... Bon, après, ils les retravaillent à chaque fois, hein. Mais c'est un des trucs qui donne sa force au jeu. C'est cet impact que tu as quand tu frappes, et ça donne envie de frapper, tu vois. Ça donne envie de frapper. Et les musiques, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est Yuka Kitamura qui a fait les compositions, le principal compositeur, enfin la principale compositrice de ce jeu, mais ils étaient 5 à composer dessus. Et ils ont été, donc du coup, ils ont 5 compositeurs qui ont donné leur partition au Budapest Film Orchestra, qui est un vrai orchestre qui a enregistré toutes les musiques d'Elden Ring. Et vous l'entendrez dans cette chronique, elles sont toutes fantastiques. Il n'y en a pas un qui est raté. Toutes les musiques, que ce soit d'ambiance, les combats de boss, les lyrics, même si on ne comprend pas les paroles, hein, mais dans l'idée, tout est génial dans l'aspect sonore d'Elden Ring. Et c'est une des grosses réussites. Dans Dark Souls 2, Yuka Kitamura, c'est Yuka Kitamura qui a fait les musiques, a utilisé comment dire, elle les a fait sur PC, les musiques. C'est pas un vrai orchestre qui joue. Ça s'entend pas. Elden Ring, c'est un vrai orchestre qui joue les musiques. Skyrim, c'est pas un vrai orchestre qui joue la musique. Tout était fait sur PC. Mais Skyrim, à part le thème principal, j'ai pas... à part ça qui est chanté par des vrais chanteurs et tout, toutes les musiques d'ambiance, elles sont faites et elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Tu vois, pour le coup, Skyrim, à part le thème de Dovahkiin, en fait... Mais après, tu as joué beaucoup à Skyrim ? J'ai quand même mis une 30aine d'heures dedans, tous les gens qui ont joué beaucoup plus que ça et qui ont été vraiment dedans, vraiment, tu leur mets un thème, ils sont partis. Ils sont tout le monde. C'est incroyable ce qu'il a fait sur le truc. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'aspect sonore, même si c'est le plus gros point. C'est celui sur lequel on va moins parler. En fait, les 2 derniers points, il n'y a pas grand-chose à dire parce que s'il y a des trucs que je peux pas enlever à Elden Ring, c'est sa direction artistique visuelle et sa direction artistique sonore qui sont tout bonnement incroyables. On va parler sur le dernier point, qui n'est pas un point d'ordre d'importance, mais qui pour moi est important pour Elden Ring plus que pour n'importe quel autre jeu, c'est tout ce qu'il y a autour du jeu. Donc du coup, la communauté d'une manière générale. Pendant le développement du jeu, on a eu un premier trailer très nébuleux, plus que le jeu. Et c'est chaud, c'est trop chaud là pour moi. et qui a suscité énormément d'engouement. On sait quelle équipe va faire le jeu, donc on sait quel jeu on va avoir. Voilà, c'est comme si on attendait Dark Souls 4. Voilà. Et du coup, ça a généré tellement d'attentes et d'impatience chez les gens parce qu'ils avaient rien à manger. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de trailer, rien. Il n'y a pas eu d'infos. Et les gens ont commencé à mettre sur les forums à raconter leurs histoires Elden Ring. Donc il y a des gens qui racontaient comment ils ont tué le boss de fin. Comment ils ont tué le boss de fin, tu vois. Des gens qui racontaient comment la meilleure route pour faire un speedrun du jeu. Alors qu'il n'existait pas le jeu, tu vois. Les gens se sont tous imaginés une aventure dans le jeu et ça a pris énormément d'ampleur. Et ce phénomène, on l'a appelé les holos. C'est tous les gens qui avaient tellement marre d'attendre Elden Ring qui ont créé leurs aventures. Et il y a des pages et des pages et des pages sur les forums et c'est vraiment trop stylé de se dire que les gens ont fait ça, tu vois. Ils ont fait une pub en Thaïlande pour raconter l'histoire du jeu quand il était sorti, bien sûr. Où c'est des acteurs, des vrais acteurs, qui sont en train de manger autour d'une table, une famille, tu vois, avec des gosses et tout. Et ils parlent d'Elden Ring. Non, du tout. Et t'as la mère qui a un anneau et qui le fait tomber et il s'éclate. Et que t'as le père qui commence à dire mais qu'est-ce que t'as fait, t'as cassé l'anneau de la grand-mère, et la grand-mère qui descend et qui pète un câble parce que l'anneau, du coup chacun il part avec un bout d'anneau, et t'as des trucs comme ça où le mec tu vois, il a grandi et il se rappelle quand il était petit, il jouait avec un cheval de bois qu'il appelait Torrent et tout, ce genre de trucs. Je trouve que ça rajoute à tout ce qu'il y a sur
sur le Elden Ring. Ouais. Avec ça, on peut rajouter tout le speedrun qui a été fait autour de tous les Souls et toute l'émulsion que les gens ont fait. Par exemple, il y a une streameuse qui a tué tous les boss avec une harpe. Avec une harpe? Je sais pas comment elle s'est démerdée. Elle a fait en sorte que chaque fois qu'elle touche une corde de la harpe, ça entre une input. Ah mais d'accord, pas une harpe dans le jeu. Non, pas avec une vraie harpe. D'accord. Donc elle a joué et elle a tué le boss de fin, tu vois. Elle a fini le jeu avec une harpe. Il y en a un autre qui l'a fait avec un dance pad, tu vois. Il y en a un autre qui l'a fait avec des bananes. Il a fait sur les bananes, ça rend des fruits. Il y en a un autre qui l'a fait avec des codes morse. D'accord. T'imagines avec des codes morse. C'est-à-dire que chaque fois qu'il entend une poutre, c'est 2 secondes après qu'elle arrive, le truc. Ouais. C'est pour dire, il y a eu un impact culturel dans ce jeu, et encore aujourd'hui, hein, plus avec le DLC, qui est phénoménal. Et je peux pas finir de parler d'Elden Ring sans parler de Let Me Solo Her. Je sais pas si tu as entendu parler de... Pas du tout. Let Me Solo Her, c'est un gars qui a été frustré de se faire défoncer 250 fois par Malenia, parce que je te dis, il est vraiment très difficile, le boss. Ouais, mais je peux comprendre. Et qui s'est mis en tête de l'apprendre par cœur pour se faire no hit, et après d'aller aider tout le monde à la défoncer. Et donc, son pseudo, c'est Let Me Solo Her. Tu l'invoques, tu le laisses défoncer. Parce que le boss, il va aggro généralement que celui qui tape. Non, que celui qui tape. Donc si tu tapes à 2, il va disperser son agressivité, mais s'il y en a qu'un seul qui tape, il va jamais te taper toi. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu te mets dans un coin et lui voilà. Et il a un style, il est en slip, il a pas de tenue, tu vois. D'accord. Et il a une marmite sur la tête et 2 katanas. Et lui, il a aidé 1000 personnes apparemment. Vraiment, il a aidé énormément de gens. C'est une popularité d'internet pour Elden Ring. Il a même une figurine. D'accord. Il a un play art, Let Me Solo Her, quoi. D'accord. Et c'est vraiment génial. Et tu vois, ça fait partie du jeu. Je sais pas si tu connais Carbot Animation. Ouais. Et ben, ils font des animations sur Elden Ring. D'accord. Et dans le combat contre Malenia, il a intégré Let Me Solo Her, tu vois. D'accord. Donc c'est énorme. Et voilà, je vais pas parler de tout ce qu'il y avait dans le DLC non plus et tout. Donc, en conclusion. Enfin, ta conclusion, parce que moi aussi j'en ai une à faire après. Non, alors fais la tienne en premier, parce que j'ai pas envie que tu... Donc moi, ma conclusion, donc au final, sur ce jeu, contrairement à ce que vous pouvez penser en écoutant ces 115 minutes d'émission, de podcast, je le déteste pas. C'est pas vrai. J'aime pas, en fait... alors, avec Arnaud, c'est plus dur de le faire, parce que, contrairement à beaucoup de gens de la communauté Elden Ring, il est pas de mauvaise foi, bien au contraire, parce que comme je l'ai dit à un moment au début de l'émission, je pense que c'est l'une des seules personnes qui a fait le jeu sans internet, sans aucune aide, vraiment qu'il l'a vraiment savouré, qu'il l'a vraiment digéré, qu'il l'a vraiment compris. Donc c'est très dur d'attaquer Arnaud sur Elden Ring parce que il n'est pas de mauvaise foi. Cependant, moi, Elden Ring, j'ai un très gros problème avec. C'est que, encore une fois, qu'on me prenne par la main, ça me gêne pas. Mais comme on peut me dire, tu peux progresser, maintenant vas-y débrouille-toi, mais qu'on m'ait expliqué, qu'on m'ait donné les règles du jeu, en fait, quelque part. Et le problème d'Elden Ring, c'est ce que je disais donc sur le lore qui impacte le gameplay, c'est que je suis là, je fais ma première dizaine d'heures, et je dis bon, ça va commencer. C'est à peu près le temps que j'ai mis à battre le premier boss, 10 heures. Ok. D'accord ? Et je me dis, ok, c'est bon, ça va commencer, ça va partir, là, ça y est, j'ai passé le pic difficile, maintenant j'ai compris, j'ai machin, ça va commencer. Et puis, à ma 20e heure, je suis toujours là, et je me dis, allez, ça va commencer, ça va encore commencer. Et puis de 10 heures, plus 10 heures, plus 10 heures, plus 10 heures... Et tu l'as vu, ma partie, donc au final, je suis bien à 90 heures, comme je te l'ai dit. Ouais. Je suis bien à 90 heures. Et globalement, si je suis pas sur un boss, ça a fait beaucoup rire Arnaud sur ma partie. Si je suis pas sur un boss, je suis le prédateur ultime sur la map. je suis le super prédateur de la map, quoi. Mais j'en suis à un point où, en fait, j'ai attendu 90 heures pour me dire le jeu va commencer. Et quand j'ai dit à Arnaud, je suis à 90 heures, et puis là, je suis en face du géant de feu, il m'a dit... T'en étais au géant de feu quand on en a parlé. Hein. Tu m'as dit, mais t'es bientôt à la fin. Le géant de feu, c'est un boss pour accéder à la dernière zone. Ouais. Et en fait, quand il m'a dit ça,
Et ben, ça m'a... déjà, j'étais en colère. T'avais déjà arrêté de jouer avant, hein. Oui, j'avais bien qu'on précise. C'est pas parce qu'on en a parlé que t'as arrêté. Hein. Non. Ah oui, là aussi, là, il fait très bien de le préciser. J'étais en colère et donc j'ai arrêté d'y jouer. Et quand il m'a dit ça, c'est pas de la colère que j'ai eue. C'est de la tristesse. Parce que je me disais, merde, j'ai fait 90 heures et il m'a rien proposé, ou alors, ce qu'il m'a proposé, eh ben, il a pas su me le retransmettre. Ce qui fait que, au final, quand tous les autres de la communauté viennent et me disent « Oui, c'est le meilleur jeu du monde, et machin, etc. » Non, c'est pas le meilleur jeu. Et comme j'ai dit à Arnaud, et à mon avis, il va rire, c'est un bon jeu. Pas un très bon jeu, mais c'est un bon jeu. Il vaut pas... Et je vais faire quelque chose que je déteste faire, je vais lui donner une note. Il a pas 18, il a pas 16. Par contre, il a clairement un 14 solide sur les appuis. Il peut pas dire il a en dessous de 14. Le mec, même si je n'aime pas ce jeu, je lui mets une taloche parce que c'est pas vrai. Par contre, me dire oui, il a plus que 14. Si tu réfléchis 2 secondes, si t'as une culture mais pas que... Attention, je t'interdis de prendre ce ton-là, non. Parce que là, t'es en train d'être condescendant avec toutes les personnes qui aiment le jeu. Excusez-moi, mais si vous avez exploré dans votre culture suffisamment d'œuvres, et là je dis bien d'œuvres, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du film, que ce soit de la série, du livre, du manga, du comics, même de la musique. Parce que la musique, même si moi j'en suis pas fan, ça forge quelque chose, ça force une perception, une stimulation, etc. Elden Rings ne peut pas être autre chose qu'un bon jeu à 14. Alors, elle est problématique ta conclusion. Enfin, elle est problématique. Elle s'entend, et je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que ces propositions, elles sont pas pour toi. C'est clair et net depuis tout à l'heure, c'est tout ce que le jeu a proposé, ça te touche pas, ça te convient pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire avec toi. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que si le jeu, on le trouve bon, c'est parce qu'on n'a pas assez de culture. Non, si le jeu, vous me dites que c'est le meilleur du monde, c'est parce que vous avez rien vu dans votre vie. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas une vraie phrase que tu peux dire aux gens qui veulent se faire leur avis, tu vois. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux qui existent sur la planète. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps, c'est sûr. Et c'est un des jeux les mieux notés, les mieux récompensés, tu vois. Donc mais les notes, ça veut rien dire. Alors, c'est pour ça que je déteste faire ça. Ça veut rien dire, oui et non. Ça veut rien dire, oui et non. Ça montre qu'il y a quelque chose qui crée un engouement. Tu vois, par exemple, tout le monde aime Harry Potter. Moi, je trouve ça à chier. Voilà. Après, est-ce que c'est mon avis qui prévaut ? J'en sais rien. Mais ça montre qu'il y a quelque chose. Mais il a aussi eu énormément de récompenses, tu vois. Mais par plein de personnes différentes. Oui. Tu vois, donc c'est pas parce que tout le monde va se jeter dans le Rhône que je vais me jeter dans le Rhône. Oui, mais personne ne se jettera dans le Rhône en masse, à moins qu'il y ait un incendie de tarés sur les quais, tu vois. C'est pas. Une époque, de façon inexplicable, des gens se sont mis à danser en masse. Oui, mais peut-être que c'était le diable. Ou alors peut-être qu'ils leur a dit, vous jouez à Elden Ring ou alors vous dansez. Et là, je comprends qu'on se mette à danser. Voilà, tu vois. Mais enfin, tout ça pour dire que oui, c'est un des meilleurs jeux. Je fais ma conclusion en même temps que la tienne. Bien sûr. C'est un des meilleurs jeux. Toutes ces propositions m'ont touché. Alors, bien sûr, c'est pas parce que c'est un des meilleurs jeux qu'il exempte tout défaut. Il y a énormément de choses qui pourraient être prises. Et on peut dire que c'est un défaut ou pas. Enfin, c'est difficile l'appréciation parce que c'est pas quelque chose de raté. C'est un défaut parce que c'est leur choix qui est peut-être pas pertinent sur certains points. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, hein, mais ce que j'ai cité comme des défauts, moi, c'était leur choix conscient, tu vois, les choix conscients de gars. Et eux, ils savent très bien qu'à chaque fois, il faut retravailler sur certains aspects et tout. Donc, malgré ces défauts, ce jeu reste d'une qualité rare. Tu vois, il y a très peu de jeux qui atteignent ça. Pour moi, c'est un jeu qui est fascinant. J'ai toujours envie d'y revenir. Même si je le connais par cœur, j'ai envie de réarpenter ces montagnes, j'ai envie de tuer ces boss, j'ai envie de revoir ces panoramas, j'ai envie d'essayer des armes différentes. Comme je te disais, chaque bruit de coup me donne envie de mettre une frappe, tu vois. Oui. C'est comme dans Tekken 8. Si tu arrives à placer un électrique,
il y a une satisfaction que tu as envie de faire à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, et t'es là, tu te dis, putain, je mettrais bien un électrique. Donc j'allume ma console et je vais. Ça me faisait pareil avec Dragon Ball Fighters. Sangoku, son bas triangle, c'est un coup de pied en balayette. Et ben je le trouvais tellement satisfaisant visuellement que j'avais envie d'y jouer pour mettre des balayettes, tu vois. Il y a quelque chose. Elden Ring, c'est ce genre de jeu. C'est un jeu exceptionnel. Bon, il y a plus de 25 millions de ventes et tout, mais c'est vrai que les ventes, c'est pas représentatif de la qualité d'un jeu. Mais là, pour le coup, je pense que ça converge bien. Vous avez eu deux idées, deux avis et deux perceptions de joueurs différentes, voilà, sachant qu'on est d'accord sur le fait qu'FF7 est un meilleur jeu de tous les temps, tu vois. Donc, on peut pas dire l'un et l'autre qu'on a des goûts de merde, tu vois. Non, c'est surtout, on peut pas dire qu'on a des attentes trop différentes. Ouais, par exemple, moi, je suis pas un joueur de FIFA. Moi non plus. Lui non plus. Donc on n'est pas. On aime tous les deux les RPG. En principe, on tape dans le même. Voilà. Donc vous avez vu deux avis. Parce que c'est vrai que le jeu est encensé de tous les côtés. Et il faut savoir pourquoi. C'est ça. Et il faut savoir si c'est légitime ou pas. Mais en vrai, tout ça, on s'en branle. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Moi, pas. Mais le plus important, c'est ce que vous allez en faire, manette en main. Je vais conclure en citant un célèbre philosophe qui s'appelle Saven. Je sais pas si tu connais, youtubeur. Alors, finir un From Software, c'est un peu comme être enceinte. Tout le monde te dit félicitations, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait baiser. C'est très beau. Au revoir tout le monde et à la prochaine.